Salut à tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Ici, aujourd'hui, grand plaisir parce que je reçois David et Mickaël qui ont créé, qui vont nous pitcher ce qu'ils ont créé. Mais je ne suis pas encore client, mais ouais, j'ai digué votre site. Donc racontez-moi ce que vous avez créé, les gars. Et comment ça va? Bah, ça va super bien, merci. Et en 2018, c'est un peu plus de 5 ans maintenant, on a créé We The New, première marketplace d'achat et de revente de sneakers en édition limitée. Et donc la mission, c'était de permettre à tous les amateurs, les curieux et les passionnés d'acheter et vendre leurs sneakers et leurs produits streetwear en toute sécurité. Donc pour que les auditeurs comprennent et ceux qui nous écoutent à l'oral, c'est David qui vient de parler. C'est moi qui viens de parler. Voilà. Et c'est Mickaël qui enchaîne juste derrière. Donc voilà, merci pour l'invitation. T'as rien à rajouter au pitch peut-être? Il était très très bien fait le pitch. En 2 mots, on est tiers de confiance sur l'ensemble des transactions sur le site. Ouais. C'est-à-dire qu'on travaille pas en direct avec les marques, on travaille avec un réseau de revendeurs particuliers professionnels partout en Europe, auprès de qui on s'approvisionne. Donc lorsqu'un client passe une commande, on l'achète auprès d'un vendeur qui nous l'expédie. On s'assure que tous les produits sont neufs, authentiques, sans défaut de fabrication. Et ensuite, on l'envoie au client final. Very clear. Allez, on met les pieds dans le plat. Je vais le montrer à la caméra. Let's go. Faut qu'on devienne. À l'aise. J'espère que Station F ne m'en voudra pas. Devinez, ça vient d'où? Je les ai payés 160 € sur Vinted. Ok. Super fier de moi. Ok. Déjà, l'obvious en Air Max One. Yeah, of course. Gum Tu peux toucher si tu veux. Gumsole, Suède sur le Grey Suède sur le dessus. J'aurais pas le nom exact du modèle. Oui, bon, c'est 2014. C'est le pack Suède qui est sorti en vert, rouge, bleu. Voilà. En rupture de stock partout. On était pas mal. Voilà. Franchement, il y avait quasiment tous les mots. On était sur Grey Suède, d'ailleurs. Ouais, On est pas mal. non, très très bon. Et vous portez quoi, les gars? Vas-y. Allez, hop. Lève les yeux pour Moi, premier. j'ai Allez. pas Parce que sur le fait en même temps, j'ai ça pas va pas le faire. j'ai pas le niveau de souplesse. Hein. Ok, donc là, moi, C'est quoi j'ai. ça? C'est quoi, non. J'arrive pas à voir. Est-ce que c'est Jordan ou Dunk? Tu peux Ouais, retourner c'est- ta tête? Ta Regarde, tête. Ta... Je peux même te mettre l'autre pied. Ok, donc c'est une Air Jordan, je dirais mid. C'est du mid ou du... Non, c'est du high, ok. Exactement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je sais Ah, pas, le elles font colorway, il est gris et bleu, impossible. quoi. Même moi, je l'ai révisé avant de venir. Ah ouais? C'est quoi la ref? High Georgetown. Ah ouais, c'est non. une université. Georgetown, Ouais, c'est c'est où? une université à côté de Washington, si je dis pas de bêtises. C'est là où, je crois, Alana Iverson a été à l'université. Qui? Alana Iverson. Oh non. Oh la shame on me, Du quoi. coup, une légende du basket. Ok, Et de la NBA. d'accord. Ok, donc vous êtes fan de basket, les gars, à la base? Je pense que pour tous les deux, c'est un peu comme ça. Enfin, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Moi, j'étais fan du basket avant d'être fan de basket. Ok. Des baskets. De sneakers, ouais, on va exactement. dire. Ok. Et non, ouais, je regardais les matchs de Kobe, les matchs de Jordan. Tu vas pas y échapper, David. Ouais. Nous t'es Mhm. Ça va, tranquille. En tant que on bon n'est pas fan- sur BFM, les gars. Là, Ah, c'est à la ouais. rade. Donc, alors, je connais En tant pas. que bon fan New de Balance, basket. ok, mais je connais pas. Bah, j'ai fait une hérésie, j'ai mis des chaussettes Nike avec une New Balance. Oh. Je suis obligé de descendre le Oh port de là sa là fond. là là. Heureusement Et, que t'es pas tranquille, sponsor. Je suis pas quoi. en short, ça va. Et je suis pas encore sponsor. Mais c'est pour bientôt. Bon, c'est quel Et, modèle ça? C'est une New Balance 990 V3 Grey, juste. Putain, comment on en est venu dans la sneaker à parler comme si tu nous présentais un moteur de bagnole avec toutes ses rêves? Parce qu'il y en a pas mal. Non, mais c'est parce qu'il y a dingue, pas mal, quoi. parce qu'il y a pas mal de modèles, pas mal de versions de chaque modèle et de chaque silhouette et beaucoup de coloris. Donc en effet, si tu veux être précis et savoir exactement ce que je porte pour les gens qui nous écoutent sans nous voir, il vaut mieux donner les détails. Ça vient de We The New, tout ça? Vite à voir. On a pas le droit d'acheter Évidemment. des paires de baskets ailleurs que sur Widonia. C'est terminé pour vous? Ok. C'est interdit. Bon, Ouais, non, ouais. Et puis c'est même l'ambition, quoi. C'est de se dire qu'on a vous êtes le premier client de votre plateforme, quoi. ouais, et qu'on a un catalogue suffisamment intéressant et pertinent pour que on veuille acheter uniquement, enfin, que tous les produits qu'on veut acheter, ils soient sur la plateforme. Combien vous avez de paires de sneakers chacun? Alors, la question tabou, quoi. non, mais question sur laquelle il y a du contexte, je pense, parce que à un moment, je pense, et je sais pas si c'était exactement la même chose pour Mike, mais à un moment, on était, tu sais, collectionneurs parce qu'on kiffait tellement tous les coloris, tu sais. Ouais, bien sûr. Tu rentres dedans et tu fais tes premières années dedans et t'es vraiment genre chaque paire qui sort. Limite, tu les portes pas, quoi. Tu dois absolument Ouais. l'avoir, exactement. Et à chaque fois que tu les portes, c'est un événement. Genre, tu les portes et tu les nettoies juste après, etc. Moi, juste avant de commencer We The New, je me suis dit que j'étais pas vraiment collectionneur. Je suis plus un porteur, quoi. J'ai Mhm. plus envie de porter mes paires. Donc, j'ai vendu une partie de ma collection et maintenant, je pense que j'ai peut-être une vingtaine de paires. Oh, Max, raisonnable. voilà, raisonnable.
Enfin, une vingtaine de paires. Il faut savoir que David, quand il a une nouvelle paire, il la porte. 2 mois après, la paire, elle est détruite. Ah ouais, t'es ce genre de mec. Donc il en a 20 constamment, mais dans une année, il en a une petite cinquantaine. Ah ouais, ma shoes. Ah ok, d'accord. Parce que moi, pour le coup, j'en ai bien une bonne quinzaine, mais je pense qu'elles me font 5-6 ans. Quoi. Ah, mais de ouf. Force une cinquantaine. J'ai pas une cinquantaine. Mais en effet, l'idée. Tu as une nouvelle paire qui s'achète le jeudi, le samedi soir, il sort avec jusqu'à 4h du mat. C'est pas grave, c'est complètement Celle-ci, moi, je les mets même pas en festival ou quoi. Bah oui, évidemment. Là, t'as tes paires de. Les gens normaux, ils ont les paires des journées classiques. Exact. Et les paires de quand les journées sont moins classiques. Et vous êtes au stade où. Dites-moi, tu fais un peu plus attention que moi. T'as pas déjà acheté une paire juste parce qu'il va avec ce short ou ce t-shirt? Si, 10 fois. Si. Non, mais avec Justy, on est premiers clients de notre plateforme. Je suis stéréotype. Sneaker, pas collectionneur, mais ouais, j'adore porter des paires. J'essaie d'avoir les nouvelles paires qui sortent. Je suis un peu un client, quoi, mais un bon client. Mais c'est le but. Tu fais le CA de We The New, quoi. Si je le faisais, ce serait la merde. T'en es où, toi? C'est quoi ton rapport aux choses, Mickaël? J'ai un peu plus de bears, que je fais peut-être un peu plus attention. Ouais. Là, je commence à avoir des gros problèmes parce que j'ai beaucoup trop de place dans l'appartement qui sont pris par les paires de baskets. Donc là, dès que je ramène une paire de baskets, en fait, j'ai trouvé une super technique. C'est que j'ai une vingtaine de places dans l'appart. J'ai une cave. Donc dès que je veux deux paires en plus, je prends les une ou deux que je mets plus, je les descends à la cave discrètement. Et il y en a 2 nouvelles qui rentrent et là, on n'y voit que du feu. Là, c'est parfait. Ça m'évite une embrouille, c'est génial, etc. Embrouille avec qui, du coup? Bah, avec les personnes avec qui je vis, parce que sinon, après, il n'y a plus de place. Donc voilà, mais ouais, donc pour les paires de baskets, j'essaye de faire gaffe et de pas les détruire le samedi soir ou en festival ou en vacances quand on fait un peu moins gaffe. Mais ouais. Bon, je remets ma casquette quand même intervieweur, parce que sinon on peut juste papoter et on va parler de skate et de rap, je pense. Donc je pense que ça vous intéresserait. Mais passons. Expliquez-moi comment vous êtes rencontrés, prépa. En fait, je vais pas répondre à votre place. Racontez-moi d'où a émergé l'idée de créer We The New, quoi. Ouais, alors je peux faire la partie prépa, je peux faire la partie rencontre. Vas-y. Ouais, tu fais la partie. Qui était le cancre des deux en prépa? Les deux. Et tous les deux pas la même. Moi, je pense qu'il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre la première année. Ensuite, on a commencé à devenir peut-être un tout petit peu plus sérieux, mais en gros, ouais, on s'est rencontrés en 2011, donc ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît maintenant, 10 ans qu'on est potes. On s'est rencontrés en première année de prépa. Et bon, pour faire simple, quand tu arrives en prépa, il n'y a pas grand monde qui écoute du rap dans les couloirs et qui porte des sneakers. Donc bon, bah, c'était mon cas, celui de Mike aussi. J'écoutais peut-être un petit peu plus fort. J'étais le relou qui mettait le haut-parleur de son iPhone pour le relou, quoi. Ah, exactement. Mais pour la bonne cause, je montrais à tout le monde le nouvel album de Drake et celui de The Weeknd que personne connaissait à ce moment-là. Donc j'avais la fierté de dire que je montrais aux gens. Et c'est comme ça qu'on est devenu potes. Et ensuite on est resté plus qu'en contact, quoi. On est resté potes pendant toutes nos études, quand on est parti en école de commerce. Et vous êtes rencontrés autour d'une passion, hein, rien à voir avec un côté business, quoi, à la base. On jouait au basket le week-end, je mettais des dunks sur la tête de David. Gros mytho, je peux le dire. Parce oui, je fais 20 cm de moins. Ah, exactement. Il doit faire ma taille, là. Donc, Mickaël, quand même. Non, je sais, mais ouais, on a beaucoup sympathisé, en fait, en dehors des heures de cours, quoi. Ouais. Et c'est comme ça qu'on est devenus potes et on kiffait tous les deux les sneakers, quoi. David, il avait déjà son petit groupe avec qui il achetait et revendait des paires de baskets. Moi, j'ai essayé de faire ça un peu dans mon coin, mais j'avais un peu plus de mal. Et entre le basket, les sneakers, la musique et juste le perso aussi tout court, on est devenus très 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 potes. Et après, on a fait chacun nos écoles de commerce. Vous avez pas fait la même? Non. Ok. David, il était à l'ESSEC et moi, j'étais à Nantes, à Audencia. Ça va, les gars, vous êtes bien débrouillés quand même? Moi, c'était un miracle. Hein. Ouais, on est parti de loin. Non, mais on est parti de loin. Oui, je parti de très loin. Ok. Donc voilà, et en fait, on a fini nos études en 2017. Ouais. On se parlait pendant toutes ces années-là de ce qu'on voulait faire, ce qu'on aimait, ce qui nous passionnait, ce qu'on voulait faire de notre vie professionnelle. Et à l'été 2017, on était à Paris, et comme tu vois, 2 ados ou jeunes adultes à Paris l'été, t'as envie de gagner un peu d'argent, quoi, pour sortir, prendre des verres, voir tes amis, faire des trucs. Acheter des choses. Exactement. Et en fait, la première chose qu'on s'est dit, c'est on va acheter et revendre des paires de baskets. Parce que c'est comme ça qu'on va se faire un peu d'argent cet été. Et on savait moi, je voulais faire un master en entrepreneuriat. David n'avait pas trouvé le stage de fin d'études qui lui plaisait. Et donc, on s'est dit, on a 6 mois devant nous. On peut bosser sur un projet, quoi. Et les sneakers sont arrivés un peu comme une évidence. Et ça, c'est... C'est toi qui as parlé d'entrepreneuriat? C'est
toi qui on en a parlé, mentionné le premier mot. On a toujours parlé un peu de ce truc-là. On était des fans de Gary Vee, on regardait Gary Vee sur YouTube tout le temps, donc les Young Entrepreneurs, c'était un peu le truc. D'accord, donc c'était déjà un visu, enfin c'était plan de carrière, in a way. Ouais, pour contexte, moi j'ai un papa entrepreneur qui a fait plein de trucs différents, donc je me voyais à peu près faire ça, et la raison pour laquelle j'ai pas trouvé le stage de fin d'études qui m'allait, c'est que je me disais que c'est soit je vais bosser pour une startup, soit je me donne la chance d'en créer une. Et en vrai, je pense que c'était le moment parfait en perso pour Mike et moi. On avait tous les deux un petit peu de temps. J'avais pas encore terminé mes études. Je les ai du coup officiellement terminées il y a pas si longtemps que ça. Tu l'as eu ton diplôme? Ouais, j'ai eu mon diplôme finalement. Mais ouais, en perso, c'était peut-être le meilleur moment parce qu'on avait tous les deux du temps pour discuter de toutes ces choses-là et tout ce contenu-là sur l'entrepreneuriat qu'on consommait tout le temps. Et en plus, dans le marché, à cet été-là, en 2017, on a créé la boîte en 2018. Donc ça fait plus de 5 ans que la boîte existe, mais maintenant, ça va faire 6 ans que vous bossez dessus. Juillet, août 2017. Donc juillet 2017, c'était collab entre Louis Vuitton et Suprême. Septembre 2017, c'était collab entre Nike et Off-White et Virgil Abloh. Et du coup, pour le marché, c'était un truc de ouf. Peut-être le plus grand moment et le moment de validation et de crossover le plus grand entre le monde des sneakers et le monde de la mode et le monde du luxe. Donc ça a fait partie des choses, je pense, qui on en a parlé qu'après, tu vois, donc c'est que en reconnectant les points en regardant dans l'autre sens, mais c'était vraiment le moment où probablement c'était pas pour nous, c'était pas possible de pas nous convaincre qu'il y avait quelque chose à faire dans les baskets à ce moment. 2017, vous aviez quoi, 26 ans, 25 ans? Non, on avait 23. On avait 23. Putain, je suis mauvais. On a parlé de là juste avant. Je vais juste revenir sur 2011. Ouais. Moi, j'ai un petit frère qui a fait full drop Supreme & Co. Ça, ouais. Donc, c'est à peu près ces années-là, non? En tout cas, en France, 2010. Vous étiez dans ce délire-là ou pas du tout? Ouais. Je dirais que c'est entre 2010 et 2015 que ça a vraiment commencé. Et ensuite, quand on a démarré entre 2015 et 2017 encore plus. Ouais. En fait, la décennie 2010-2020, si je me trompe, la décennie 2010-2020, c'est la vraie grosse décennie des drops, des raffles, du resell. Et c'était une opportunité pour vous. Parce que là, en gros, vous disiez qu'en 2017, le timing était ouf. Mais enfin, vous l'aviez pas calculé, quoi. C'est juste, vous avez terminé vos études à ce moment-là. Vous étiez fan de sneakers. Ouais, exactement. Je pense que si on avait eu la vista de le faire 1 an ou 2 avant, et la possibilité de le faire, parce qu'entre les échanges, les stages que tu peux faire avec les cours que tu as à l'école, c'est pas évident. 1 ou 2 ans avant, ça aurait été génial, mais on a déjà pris la vague à un très très bon moment. Et c'est vrai elle a commencé à grossir. Je dirais 2010-2012, elle a commencé à grossir. C'est vraiment accéléré à partir de 2015. Et là, les 3-4 dernières années qu'on a vécues, elles étaient énormes aussi. Donc, il y a eu une vraie amplification du phénomène. Est-ce qu'on peut revenir 30 secondes en arrière? Là, vous regardez à 22-23 ans. C'est quoi le truc qui se passe dans votre tête en vous disant, en plus vous asseyez déjà, dites-moi si je me trompe, sur un prêt à 30 ou 40 000 balles pour vos écoles. Moi je dis tout ça parce que je suis dans le même cas. Hein. Et vous dites non potentiellement à un CDI plutôt bien payé, en tout cas par rapport à la moyenne française. Pourquoi l'entrepreneuriat? C'est quoi votre vision à l'époque? Parce que je crois que c'est toi, David, qui disais ça, stage de fin d'études. Plutôt que bosser pour quelqu'un, j'ai envie de presque bosser pour moi-même, créer ma propre boîte. Déjà, c'est quoi l'envie à travers ça? C'est une bonne question. J'essaie de me. Mais donne-moi une bonne réponse. Non, mais de ouf. Et je pense tous les deux. On aura peut-être tous les deux des réponses un petit peu différentes sur ça. Moi, le contexte perso à ce moment-là, les études et l'école de commerce, ça m'avait pas particulièrement plu. Dès le début de l'école de commerce, j'avais essayé de faire des jobs à côté. J'ai vendu des cours de maths, des cours de maths privés pour de la prépa. J'ai donné des cours d'anglais et surtout, je revendais beaucoup de paires de baskets à ce moment-là. Et je pense que ce contexte-là, des études qui m'avaient pas forcément plu, je savais que le seul truc que je voulais faire, c'était me plaire, c'était faire un truc qui me faisait kiffer. Et à ce moment-là, en 2017, moi j'avais commencé à faire du sport pas mal, je méditais tous les matins, c'était la première année où je le faisais, et j'écrivais aussi pas mal. Donc qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce qui me rendrait heureux, etc. Et en gros, c'est peut-être la première année où je me suis vraiment posé ces questions-là. Et du coup, à la fin de l'année scolaire, l'été, je me suis fait opérer du nez parce que je m'étais pété le nez à la boxe, donc j'avais beaucoup de temps. Je suis pas parti en vacances tout de suite et tout ça. En fait, c'est ce moment-là, Mike, il est rentré d'échange. Je spoil pas ce que Mike va dire, mais on a eu, je pense, tous les deux une année un petit peu atypique, ou une année où on n'avait pas eu peut-être autant de temps dans nos vies jusqu'à ce moment-là, et ça a donné la place à ce genre de réflexion. Je te laisse finir, mais on va parler de ça, les gars. Vas-y. Très bonne réponse. Moi, un petit peu différent.
Je dirais la première chose, c'est que, ça je sais que c'est un point commun, David et moi, on a pu avoir le luxe de pas forcément signer un CDI à la fin de nos études. Ça, c'est la première raison qui fait qu'on n'était pas... T'appellerais ça un luxe? Ouais. On habitait chez nos parents et ça. Ouais, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais, ok, t'étais pas contraint. Le luxe, tu c'est veux pas dire. avoir l'obligation. Pas avoir l'obligation. J'avais pas l'obligation de signer un CDI, donc ça c'était la première chose. Et moi je me suis beaucoup posé la question d'un CDI versus monter une boîte à la fin de mes études. Mais vraiment, c'est un truc qui est resté dans ma tête pendant des mois et des mois. Et la réalité, c'est de gros écarts quand même, les gars. Enfin, tu peux être freelance, tu peux vendre Ouais, tes bien sûr. sneakers et Ah, avoir bien un sûr. CDI à côté, quoi. En fait, de la même manière que David, moi j'ai toujours trouvé des manières de gagner de l'argent depuis que j'ai 13 ans. Tu vois, j'ai fait 1 milliard de petites choses. Et quand on a commencé les baskets, je dirais qu'on n'a pas commencé comme beaucoup de gens peuvent commencer une startup en se disant tiens, je vais réfléchir à un produit et je vais prendre du feedback utilisateur et je vais le construire pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et peut-être qu'au bout de 5 mois, je pourrais le présenter à un client. Une fois que je le présente à un client, peut-être que j'aurai un process de vente. Nous, ça a commencé par on achète une paire à un prix X et on le revend à X plus tant de profit. Donc en fait, on avait un modèle qui était dès le début, je gagne de l'argent avec ce que je fais de mes journées. Et ça, honnêtement, ça a beaucoup de valeur à mes yeux parce qu'il y a un sens économique dès le premier jour. Après, on a décidé de passer du temps sur un site, et sur une image de marque, et sur des campagnes de publicité, etc., etc. Mais le principe même de la boîte quand on l'a créée, c'est base du commerce, quoi. J'achète un produit à un prix X, je fais un bénéfice dessus et je le revends. Et donc ça, moi, ça m'a beaucoup conforté dans le fait de me dire, tiens, je prends pas un job là tout de suite. Je fais quelque chose qui me passionne parce que... C'est une phase de test, quoi. Exactement. Dans mes stages, j'avais fait des choses que j'aimais beaucoup, soit des jobs plutôt financiers, soit plutôt commerciaux. Mais il me manquait toujours quelque chose. Et là, j'avais une manière d'allier les deux, quoi. J'avais des baskets dans les mains toute la journée, ce qui était mon rêve depuis que j'ai 14 ans. Je faisais des trucs que j'aimais bien, c'est revendre des produits. Je le faisais avec un de mes meilleurs potes, dans un univers qui me passionne. Donc ce que j'aimais bien faire dans un job en costard cravate, je le faisais en jean basket, sur des trucs que j'adore avec des gens que j'adore. Donc, il y avait un peu, tu vois, la sauce magique qui était réunie pour commencer, quoi. Et tu avais le marché qui se développait bien à ce moment-là. Ouais. Donc c'est un peu le cumul de ces choses-là qui m'ont dit, ok, on se lance, quoi. Mais il y a un truc que j'adore, c'est que vous êtes lancé mais avec une phase de test. On va en parler juste après. Juste avant ça, j'aimerais remonter sur un truc. Vous avez parlé, vous deux, d'une année où, psychologiquement charnière, vous êtes découvert, en fait, mine de rien, à se poser toutes ces questions existentielles de qu'est-ce que je veux faire de mes 10 doigts, de ma vie. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, moi j'ai cette conversation avec mes parents en ce moment où je leur dis, depuis tout petit, on me dit d'avoir des bons diplômes et tout, donc j'ai fait mon école de commerce, j'ai étudié à l'étranger. Et en fait, une fois que je me dis que je peux avoir ces CDI, c'est là où je me suis posé les réelles questions. Et je me dis, mais c'est pas ça le sens de la vie? Et pourquoi on nous l'inculque pas plus tôt? Est-ce que plus tôt, tu aurais pu te découvrir une passion, j'allais dire une passion pour les sneakers, ça tu l'avais, mais comprendre que tu peux en faire un business? Je dis tu, mais c'est à vous deux que je pose la question. Et je pense que oui. Je pense pas. La réponse, c'est oui. Après, on n'a pas forcément... On se réveille pas aussi forcément nous-mêmes au même âge, quoi. Ouais. Ces questions-là, parfois, on peut se les poser. Il y a des gens qui se les posent très tôt. Je pense que je me le suis pas posé extrêmement tôt. C'est arrivé pour moi le jour où j'ai été admis à l'école de commerce. J'ai fait un espèce de gros bad où je me suis dit, ok, en fait, c'est cool. Je vaux quelque chose genre dans le monde académique, dans le vrai monde, entre grandes guillemets, mais c'est ça que je sentais vraiment à ce moment-là. Mais j'ai rien fait jusqu'à maintenant. Et c'est ce spark-là qui a fait que, à la place d'aller faire la fête en école de commerce, j'ai essayé de bosser un peu à côté, essayé de commencer à me poser des questions au fur et à mesure. Et en vrai, il s'est même passé du temps entre 2014, le moment où on a commencé l'école de commerce, 2017, le moment où on a commencé vraiment à réfléchir. Je pense que ça prend du temps, ça arrive super tôt quand on est responsabilisé et qu'on nous dit de nous poser les bonnes questions. Mais je sais pas, mes parents, mon papa était entrepreneur, donc c'est pas, il se passait plein de trucs, plein de nouvelles choses. C'était des hauts, des bas et des trucs, et des moments un peu ouf. Mais en même temps, on me disait de faire des études, quoi. On me disait, il t'a jamais vendu, cette on côté. Me disait, fais pas les montagnes russes. Genre, ce qu'il me disait, c'est fais pas les montagnes russes comme moi, fais entre guillemets, c'était fait HEC, quoi. Et je me suis finalement. J'ai fait l'essai que je suis devenu entrepreneur. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais tu vois, tu peux dire meilleur des deux mondes, mais de l'autre côté, en fait, à un moment, je voulais pas avoir mon diplôme, quoi. J'étais là, la première année de la boîte, j'étais là, j'y retourne pas, quoi. Je vais juste aller jusqu'au bout, quoi. C'était down, t'as vécu, parce que j'ai l'impression aussi que c'est ça, dans des moments de difficulté, que tu te poses ces questions. T'estimes que c'était pas facile de 2014 à 2017 par moment? Ouais, c'était pas facile. Ok. Je pense pas que c'était facile du tout. Entre 2014 et 2017, c'est le premier moment où j'ai commencé à capter les trucs dont on parle beaucoup maintenant,
l'anxiété, l'angoisse, des moments où tu découvres quoi. Tu vois exactement. Ok. Ouais, non, c'est des moments par lesquels je pense que tu dois passer. Si t'es pas passé par avant et s'il n'y a pas eu une courbe un peu progressive, ça arrive d'un seul coup, quoi. Tu deviens adulte d'un seul coup et tu te dis, ok, sans l'intellectualiser, quoi. Qu'est-ce que je fais, quoi. Ouais, je vois ce que je veux dire. C'est la même chose pour toi, Mickaël? Moi, je faisais la fête en école de commerce. Ah ouais? Non, vraiment? Ouais, je te jure. Donc, limite, il te parlait de ses angoisses, tu captais. Non, mais je sais pas. Non, mais il bossait. Mec, il y a un OB ce soir. Ouais, mais quand je suis parti en échange au Brésil. T'es allé au Brésil? Ouais, donc en gros, je voyageais, je faisais la fête. Juste, j'avais besoin de travailler un peu. Okay. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de stimulation intellectuelle. Ça, c'était un vrai truc. J'avais besoin de faire des trucs de mes journées, quoi. Ça me dérangeait pas de faire la fête 3 fois par semaine, quoi. Mais le reste du temps, il fallait que je fasse des choses. Et je sais pas, moi, je suis un peu plus défenseur du système académique. Parce que moi, je pense que ça m'a sauvé, pour faire simple. Parce que j'avais un père qui m'a dit, si t'as pas le brevet, c'est pas grave, quoi. Je connais des gens qui sont électriciens et menuisiers qui gagnent 2 fois mieux leur vie que moi, quoi. C'est pas un sujet. Tu gagneras bien ta vie, tu seras content, tu feras quelque chose que t'aimes. Il n'y a pas que le bac, une prépa et une école de commerce. Et j'avais mère à côté qui me disait faut que tu aies 14 ans en maths, quoi. Il fallait essayer d'allier un peu les deux. Et un truc qui me marque, parce que là on parle de passion depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si tu as fait une prépa cas, mais à tous les deux c'est une prépa, peut-être qu'ils te l'ont fait en école ou quoi, mais ils nous ont fait chier. J'utilise vraiment ce mot-là, avec le fait de trouver une passion quand on arrivait aux euros pour les écoles de commerce. Ils disaient à tout le monde trouvez quelque chose dont vous êtes passionné et dont vous voulez parler. Et en fait, qu'on le veuille ou non, bon, alors je vais parler de mon cas perso, mais je pense que c'est quand même le cas pour beaucoup de gens. Ils te mettent ce truc-là dans la tête indirectement de te dire trouve un truc que tu kiffes vraiment et dont tu as envie de parler et que tu as envie d'avoir avec toi dans ton bagage. Et je pense que c'est pas pour rien. Moi, je l'ai ressenti dans le pro, durant les études. Je l'avais aussi beaucoup en perso. En gros, l'objectif de la vie, c'est d'être heureux, quoi. Ouais. Et quand tu passes 50 heures à bosser par semaine, c'est bien que tu aimes ce que tu fais pendant 50 heures par semaine. Mais je pense que c'était ça, c'était de se dire, ok, il faut trouver quelque chose dans lequel tu es épanoui parce que tu vas le faire jusqu'à la fin de ta vie, quoi. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a décidé à prendre ce petit risque qui est de dire, je vais pas toucher 2500 € par mois dès ma sortie d'école de commerce. Je vais essayer quelque chose. Si j'y arrive, c'est génial. Si j'y arrive pas, j'irai prendre mon job à 2500 € par mois. Et honnêtement, le seul conseil que j'ai là-dessus, c'est que je trouve plus facile de prendre ce risque-là à la sortie d'une école de commerce plutôt que 3, 4, 5 ans après. Je te dis ça alors que c'est toi qui l'as fait, donc plutôt j'ai envie de te dire félicitations. Mais en fait, quand tu as 23 ans, 24 ans, 25 ans, que tu finis tes études, tout le monde est en train d'atterrir sur ce qu'ils vont faire dans leur vie. Et ensuite, les gens décrochent leur premier job et c'est rarement le job qu'ils vont garder pour les 10 prochaines années. Donc en fait, tu as un buffer de 2 à 4 ans où tu peux faire un peu ce que tu veux. Tout le monde est en train de se chercher. Quasiment personne ne s'est trouvé. Honnêtement, à 30 ans, il y a encore plein de gens qui se cherchent. Donc c'est pas du tout un sujet. Mais quand tu as touché tes 2, 3 et parfois 3005 parce que tu prends des promotions et tu as des jobs qui te permettent d'être un peu mieux payé, abandonner ça pour se mettre à son compte, je trouve que ça demande encore plus de courage. Ça veut pas dire que tu vas le faire. Non, mais je comprends ce que je te dis. Ça demande encore plus de courage. Ok. Tu veux rebondir ou Je suis d'accord. D'accord. Pour répondre à ta question, déjà, moi, je me la suis posée cette question, mais quand j'ai fait pareil mes concours, mais pour rentrer en master. Donc moi j'ai étudié à l'étranger avant et je trouve que on m'a demandé cette passion mais on m'a jamais dit que je pouvais en faire un job et pour la mini histoire pareil, moi j'ai cherché à rentrer en fonds d'investissement et on m'a dit tu sais la compétition est dure, faut te démarquer, c'est un peu la même chose pour rentrer en école de commerce et pendant 2 ans j'ai fait ce podcast qui vivotait quoi et en fait c'est un peu ça, c'est au bout d'un moment j'ai l'impression que c'est la même chose pour vous, c'est de se dire ok pour qui j'ai envie de bosser. Et j'avais vraiment envie de monter un truc et je me suis dit il est peut-être sous la main. À votre différence, c'est que moi je l'ai fait gratuitement et sans vision de business. Mais justement, vous, la logique économique, elle était là since day one, sans forcément déposer un cabis, créer ta boîte. C'était vraiment juste on achète, on revend. Pourquoi c'est important en fait de voir versus une startup qui va passer 6 mois parfois juste papoter, développer son produit sans même avoir des retours marché. Pourquoi pour vous c'était important justement de vous dire il y a des gens qui sont prêts à ralasse comme on dit. Parce que je pense que ça correspondait. Non mais c'est vrai hein, et c'est vrai que c'était super important parce que ça nous a donné je pense une tonne de confiance. Tu vois contrairement à. Donc il y avait une part de doute quand même. Si c'est le cas. Bien sûr, ok. Ouais, c'est une passion, mais tu sais pas si tout le monde va la. Déjà, les premières choses qu'on te dit, c'est fais plus de stages. Tu vois, il y a pas grand monde qui était on board avec nous à ce moment-là. Hein. Okay. Il y a forcément un peu plus de monde maintenant parce que il s'est passé
des trucs vraiment cool et qu'on est une grande équipe maintenant et que il y a pas mal de cases que tu coches dans la tête des gens qui font que désormais il y a beaucoup de gens qui sont derrière nous. Ouais. Et au début c'est faire des sacrifices. Enfin, pour moi c'était faire des sacrifices sur un échange aux US alors que j'avais envie d'aller habiter aux US. C'était mettre des paires chez notre barbeur, chez le barbeur chez qui je me faisais couper parce que nos premières promos, notre première pub c'était sur Snap. Parce que les gars qui aimaient les Yeezy, généralement, ils étaient sur Snap et ils cherchaient des Yeezy sur Snap plutôt que sur Le Bon Coin parce qu'il n'y avait pas encore de site. Il n'y avait pas encore de site qui faisait en sorte que tout ça soit coordonné et qu'on puisse vraiment acheter comme sur un site e-commerce. Donc tous ces paliers-là, ils sont aidés ou alors on a beaucoup plus de confiance parce qu'on vend et parce qu'on a des clients qui nous appellent tous les jours. Ce qu'on a commencé par faire, c'était racheter. Donc déjà, on achetait des produits neufs quand ils sortaient et on les revendait plus cher quand ils avaient une cote de marché. Ça n'était même pas vraiment marketplace, qu'on était revendeur. On essayait d'acheter les produits au prix retail et ensuite on les revendait à des clients. Et donc on n'avait pas encore tous les produits, on n'avait pas encore toutes les tailles. On disait juste, ok, en fait on a des Yeezy en 42, il faut les vendre. Et on avait des clients, du coup, moi j'avais des clients en 44 parce que je faisais du 44, etc. Mais voilà, c'est les growing pains, quoi, les douleurs du début. Elle te donne en même temps de la confiance quand il y a une logique économique derrière parce que tu vois que tu as des gens qui t'appellent, tu vois que tu as des gens qui te snap, du coup, des gens qui te WhatsApp. Moi, j'avais client Yeezy 44, client Yeezy 44,5 et tout ça. Et au fur et à mesure que ces noms ils s'accumulent dans le répertoire et que tu as des gens qui reviennent et qui venaient essayer des paires sur le canapé et sur le fauteuil de chez mes parents parce que c'est là qu'on a commencé à bosser. Cool. C'est là qu'en fait, c'est tes clients qui te donnent de la confiance quand ton entourage ou tes gens proches ils t'en donnent pas autant, quoi, parce qu'ils ont besoin de voir des choses et que parfois ils sont même pas forcément sur la même trajectoire que toi, quoi. C'est les gens qui ont pris les CDI, ouais, bien sûr, qui voulaient que je fasse quelque chose, qui voulaient que je parte en échange aux US parce qu'ils voulaient que j'aille là-bas, que je découvre un petit peu, que j'ai du temps en tant qu'étudiant aussi. Speak English. I was already kind of. Bah oui, c'est vrai, t'as donné des cours. Mais ouais, non, je pense que c'est important. Alors les deux sont deux chemins complètement différents, mais dans lesquels il y a du bon et du mauvais, je pense. En tout cas, pour nous, je pense que ça nous donne une tonne de confiance d'avoir des clients, un marché, une traction, d'avoir des choses qui marchaient en fait dès le début, dès le premier jour, sans forcément qu'on crée un produit, un site, parce que ça nous a mis sur la voie. Et avant cette première vente, c'était l'ambition? Est-ce que c'était de vous dire, viens, entre guillemets, on essaye petit, mais en fait, si on ne veut qu'une chose, c'est qu'il y a un engouement de ouf et que là, on puisse créer une vraie boîte. C'était déjà l'ambition ou ça vous a dépassé et là, ça a été de l'opportunité du coup? Non, je pense qu'on a toujours eu un niveau d'ambition très très élevé. Alors, pas la première paire de baskets qu'on a vendue, on s'est pas dit on va faire une boîte qui passe 5 ans après à la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais quand on a commencé, déjà c'était un des goals qu'on s'était mis, qu'on avait écrit. Je me souviens de Dave qui avait pris une feuille de papier et qui avait écrit OK, en 2018, on va faire 1 million d'euros de vente. Et moi, c'est un truc dont je me souviendrai toute ma vie. 31 décembre 2018, donc la boîte avait une toute petite année. Et sur Shopify, tu peux regarder sur l'application combien tu as fait de ventes dans l'année. Donc à minuit, j'ai ouvert mon téléphone, j'avais regardé et j'avais vu 1,5 million de ventes. 1,5 1,5 on avait fait sur l'année 2018. Et à l'époque, on était chez David, dans la salle à manger, avec le stock dans le salon. On avait 1 ou 2 stagiaires, je crois. On faisait tout nous-mêmes. Tout était naissant. Et à ce moment-là, moi, j'ai pris conscience du potentiel du projet. Je me suis dit, si avec si peu de ressources, on peut faire ça. On arrive à faire 1,5 million, je pense qu'on a énormément de potentiel. Alors, où est-ce qu'elle est la ligne d'arrivée? Tu peux pas l'écrire à ce moment-là, mais tu te rends compte du potentiel qu'il y a. Quand tu dis ligne d'arrivée, c'est quoi? C'est qu'il y a un plafond de verre, tu penses, au bout d'un moment? Non, mais tu te dis jusqu'où je vais aller, quoi. Ouais, ok. Tu vois, jusqu'où je suis capable d'aller. Et en réalité, c'est que tu vas probablement un peu plus loin que ce qu'on avait imaginé au début, même si le niveau d'ambition, il a toujours été très, 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 très fort. Et il augmente avec les résultats que vous avez, j'imagine, au fur et à mesure. Ouais. Là tu as dit donc 1,5 en un an à environ, vous deux, on va dire, plus 2 autres personnes. Aujourd'hui, vous êtes combien et vous avez fait plus de 100 millions? Allez. Ouais. On est un peu plus de 120 personnes maintenant dans la boîte et on a passé la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Et on a amélioré le ratio. Bah oui. Pas mal. Et en termes de... je sais pas à quel point vous pouvez être transparent, mais la marge, j'allais vous poser la question. La première année, tu fais 1,5 million et vous êtes 2, plus 2 stagiaires qui doivent pas coûter très cher, on va pas se mentir. Vous êtes riche ou pas à ce moment-là? Non, pas du tout en fait, parce que les marketplaces, c'est un jeu de volume. Je sais. C'est pour ça qu'en fait, on dit 1,5. Ok, il y a de l'intérêt, mais ça représente combien derrière en marge? Tu vois, le marché, en moyenne, ils prennent plus ou moins 20% de commission. Tu prends les gros acteurs marketplace
qui sont tiers de confiance au milieu, que ce soit sur notre marché ou d'autres marchés, ils prennent en moyenne 20%, tu vois. Okay. Un petit peu plus sur les produits pas très chers, un peu moins sur les produits très chers. Donc, tu vois, ça fait 300, par exemple, 300K de marge. 300 000 euros. Mais ensuite, sur chacune de tes commandes, bah, tu as 2 expéditions. Le produit qui vient chez toi, depuis le vendeur, de chez toi vers le client. Ah, et ça, tu le comptes pas dans tes. Ça, c'est des frais. C'était gratuite complètement. Ouais, exactement. Ouais. Donc, tu dois payer ton transport. Ça, c'est intéressant, ça. Ensuite, tu as toutes tes dépenses d'acquisition. Ok. Peut-être pas mal de gens qui nous écoutent aujourd'hui ont déjà vu une pub We Know You sur Instagram ou sur Google. Ouais, pour Halloween. Payer cette pub. Tu as celui qui t'as celui qui prend ton encaissement, tu vois, il te prend 1% sur chaque commande. Ah, ok. Donc en fait, Stripe, tu veux dire un truc? Ouais, que ce soit ton Stripe ou quel que soit. Donc, tu vois, en moyenne, les gens prennent une vingtaine de %. Ok. Et tu vois, ton transport, il t'en prend 8, ton encaissement, il t'en prend 1, ta logistique, elle t'en prend 1, ton acquisition, elle t'en prend 5. Donc si à la fin, il t'en reste 2-3, bon, bah, tu payes tout juste des SMIC aux fondateurs la première année et encore, parce que c'était même pas des SMIC. Vous étiez rentable, on est d'accord? On était au début, ouais. Après, pas de levée de fonds à ce moment-là, rien du tout. Ok. On a découvert le vice des pubs sur Instagram et sur Google. Et là, la courbe, elle est passée comme ça. Le chiffre d'affaires faisait comme ça et la rentabilité faisait comme ça. Et donc, c'est là que tu arrives à lever un peu d'argent pour la première fois, en fait. Ok. Attends, David, t'as dit un truc que je trouvais hyper intéressant. Oui, pareil, les livraisons gratuites. Pourquoi décider dès le départ de ne pas faire payer à des personnes potentiellement, je sais pas, c'est un 4 ou 8 euros qui peut être un frein, mais pour vous, qu'est-ce que ça vous apportait alors que c'est de la marge en moins? Donc, on en a parlé un tout petit peu, mais pas suffisamment au début. On a dit qu'on voulait donner l'opportunité, on a dit que la mission de We Know You, c'était de donner l'opportunité aux amateurs curieux et passionnés de sneakers d'acheter leurs produits. Au début, en France, quand on a créé We Know You en France, il y avait beaucoup plus, je pense, d'amateurs que de curieux et de passionnés, quoi, si on prend les 3 niveaux. Et notre job, je pense, pendant les premières années, c'était de donner le moins de friction possible aux gens pour commander une paire de baskets. Parce que tu as déjà des frictions inhérentes qui sont genre super nombreuses et super complexes. Le fait que tu trouves des produits à 300 balles alors que normalement, ils en coûtent, entre grandes guillemets, ils en coûtent 130, 150, sauf qu'ils sont pas du tout dispo à 130, 150. Le fait que les gens comprennent assez rapidement qu'on ne travaille pas avec des marques, on doit le dire, tu vois, on travaille avec des revendeurs particuliers professionnels, donc déjà les gens s'interrogent sur l'authenticité. Ils voient des produits sur un site e-commerce qu'ils n'ont jamais vus sur un site e-commerce, ils les voient sur Le Bon Coin. Tu vois, quand ils les voient disponibles, généralement, c'était sur des plateformes entre particuliers. Il fallait payer en liquide, il fallait aller faire une remise en main propre, etc. Donc, on a enlevé déjà plein de frictions avec le fait de faire le site, mais il en restait énormément. Et à cette époque-là, on n'avait pas 1 million de followers sur Instagram, on n'avait pas beaucoup d'influenceurs qui avaient travaillé avec nous, on ne faisait pas toutes les pubs qu'on fait maintenant, et on n'avait pas tout le contenu qui existe sur nous maintenant. Tout ça n'existait pas. Donc il y avait beaucoup de gens qui juste n'avaient pas vraiment de raison de nous faire confiance. Donc la livraison gratuite, les retours et les échanges, on a été les premiers à le faire en Europe pour une marketplace de sneakers. Le service client disponible et réactif, la première année ça sonnait sur... C'était Wotel que j'avais à côté de moi qui me réveillait tous les matins à 8h30 parce que les clients qui avaient pas reçu leur commande, ils commençaient à appeler à 8h30. Tout ça, c'était pour créer la meilleure expérience, 2, éliminer le plus possible de friction pour que les gens commencent à acheter des sneakers en édition limitée sur Internet. J'allais vous demander le succès en fait de We Know You. Et vous considérez déjà comme une start-up. J'ai l'impression que start-up aujourd'hui c'est très tech, mais vous utilisez le digital, mais c'est pas forcément votre... Enfin, dites-moi, est-ce que c'est la logistique? Est-ce que le nerf de la guerre c'est la confiance? Comment tu l'as créé? Vous avez 2 minutes. Je pense que c'est un tout, hein. Mais si tu veux parler de la tech... Non, je dirais qu'il y a eu des étapes quand. Au début, c'était, je pense, la confiance et la quantité de travail de Mike et moi. Enfin, la confiance, le jus qu'on avait et qu'on se donnait tous les jours, quoi. Le fait qu'on n'arrêtait pas, le fait qu'on regardait des vidéos de Gary Vee et des vidéos de Kobe Bryant ou des vidéos de Drake pour nous motiver, quoi. Et de Drake? Ouais. Ah, il est inspirant comme ça, je savais pas. On en parlera. Tu l'as rencontré ou quoi? Ouais. Oh, damn. Non mais en gros, je pense que la clé de la première année c'est la résilience et la discipline, quoi. Ouais. Et on y était 18 heures par jour. Vraiment, genre on y était au moins 12-13 heures par jour. Okay. Et le reste, l'histoire qu'on raconte, c'est que la journée on bâtissait le site et l'expérience. Le soir, on allait chercher les produits qu'on nous vendait partout en région parisienne. Parce que les vendeurs franciliens ne nous faisaient pas encore confiance, parce qu'on était assurés et que personne ne voulait nous proposer les produits, et on allait tout chercher. Donc ça, c'est peut-être la première année. Ensuite... C'est une petite vérif caméra, vous inquiétez pas.
Ensuite, probablement, je dirais la construction de l'équipe. La construction de l'équipe après. Et tu m'arrêtes s'il y a des trucs. Mais après, la construction de l'équipe, quoi. Assez rapidement, on a réussi à avoir autour de nous des gens qu'on a convaincus de rejoindre le projet. Puisqu'au début, c'est ça. Hein, Et comment t'arrives à aller, qu'est-ce qu'ils voient dedans? Vous leur avez juste dit, en gros, on sait où est-ce que des sneakers, on peut se les procurer. On sait qu'à l'heure actuelle, il y a des amateurs, mais il va y avoir des fans bientôt, des collectionneurs. Enfin, tu peux me dire ça. Bon, moi, je te réponds, ok, j'adore le rap, le basket, on peut parler de ça, mais de là à quitter même mon CDI pour quelqu'un d'autre ou... parce que je pense que la vision a été un peu plus grande, quoi. Vous étiez habité? Honnêtement? Ouais. Et on l'est encore, quoi. L'idée, c'est de faire découvrir une culture dont on est fan depuis des années à tout le monde, parce que c'est une culture super intéressante dans laquelle il y a des produits, des artistes, du contenu, de la musique, du sport et des trucs de ouf qui se passent à peu près en réalité tous les jours, quoi. Donc, je pense qu'on est habité par ça et c'est comme ça. Et voilà, pour répondre à ta question, je pense que c'est comme ça qu'on a convaincu. On a dit, ok, on va faire la meilleure marque, pas seulement plateforme, mais pas seulement plateforme. C'est une marque d'échange et transactionnel. On va faire la meilleure marque dans cet écosystème-là et on va permettre à tous les Européens, tous les Français qui connaissent pas encore les sneakers, qui connaissent pas encore tout cet écosystème-là, de le découvrir avec nous et de prendre du plaisir en le découvrant par les produits ou par le contenu. Et ça a pas trop mal marché. Imhotep. On touche du bois. Je sais pas si tu veux se renchère là-dessus, Mickaël. C'était très bien dit. Ouais, c'est très bien dit. Après, pour recruter, si on parle de ça une seconde, évidemment que la vision, elle est hyper importante. Ouais. Et on a la chance d'être dans un marché où il y a énormément de passionnés. Donc, tu vas d'abord recruter chez les gens qui sont passionnés par l'univers parce qu'ils savent qu'ils vont bosser sur des produits, sur du contenu, sur une expérience dans un univers qui leur plaît énormément. Et ça reste, tu vois, une des grosses valeurs qu'on a dans la boîte encore aujourd'hui. C'est de prendre des gens qui sont soit passionnés par leur métier, soit passionnés par l'univers dans lequel on est. Et c'est ça qu'il faut qu'ils prennent du plaisir au quotidien, qui veulent évoluer, qui veulent progresser, et surtout qui construisent du bon contenu, un bon service, une bonne expérience. Et c'est ce qui fait en fait la différence sur le moyen terme. En réalité, Dave l'a très bien dit, c'est d'abord nous deux, ensuite c'est les people que tu fais rentrer dans ta boîte qui permettent de construire l'envergure que tu peux avoir les années suivantes, que ce soit d'un point de vue tech, que ce soit d'un point de vue brain, que ce soit d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue e-commerce, etc. C'est en t'entourant de personnes qui sont très fortes dans ce qu'elles font et surtout qui ont de l'ambition personnelle pour construire quelque chose de extrêmement qualitatif que tu peux essayer d'espérer d'atteindre une partie des choses qu'on a fait ces dernières années. Et ça, c'est clé en tout cas. J'imagine que, juste pour parler, une petite parenthèse de recrutement, on dit que c'est quand même l'aspect le plus compliqué en tout cas dans une boîte, et c'est aussi l'humain, hein, ça reste l'asset le plus important, mais aussi ce qui peut faire couler une boîte. Bon, déjà je crois pouvoir dire que vous vous entendez toujours bien, donc ça c'est cool. Vous avez bien dû chier au moins en recrutement, notamment vous étiez jeune, vous l'êtes toujours même si vous avez appris. C'est quoi un conseil que vous voudriez adresser à des gens qui demain ont planté la graine? Donc là je parle de faire 2-3 OP, ça commence à germer, on doit recruter. C'est quoi les premiers conseils que vous voudriez adresser? Je pense que ça dépend du stade de développement de la boîte. Okay. Mais tu vois, au tout début, je pense qu'il faut recruter des gens qui aiment le projet, qui rejoignent véritablement. Ça, je pense que c'est très très important. Parce que les premiers employés sont ceux qui vont bâtir les fondations de ta boîte. Donc je pense qu'ils sont clés. On a eu la chance de faire des très bons recrutements au début de la boîte. Vraiment, sur les 2-3 premières années, ça a été... 2 premières années à coup sûr, ça a quasiment été un sans faute. Okay. Avec beaucoup de gens qui sont encore dans la boîte, 4-5 ans après. Okay. Ça, on est très 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 contents. Donc vous payez bien, quoi. Honnêtement, c'était l'époque de la boîte où on payait probablement le moins bien. Donc, tu vois, moi je mesure énormément, évidemment que la rémunération est très importante pour les gens, mais un projet passion, le fait de développer des compétences, d'avoir des responsabilités, de voir un projet se développer, ça a pour moi tant de valeur qu'une bonne rémunération. Okay. Les gens, pour moi, ils restent qu'un certain temps dans une boîte s'ils ont un salaire un peu mieux que le marché. Si le reste en face ne matche pas, tu vois. Et ça rejoint exactement ce que vous disiez au début, entre donner du sens à votre vie ou trouver un bon CDI. Voilà, exactement. Les gens, ils veulent prendre du plaisir, apprendre, se développer, avoir des bonnes relations. Ça, c'est la clé. Et peut-être un conseil sur le recrutement, il faut y passer du temps. Ouais. Il faut y passer du temps, faut essayer de définir les valeurs de la boîte. Très tôt. Ouais, parce qu'en fait, les valeurs, c'est un peu cliché quand on en parle comme ça. Mais il faut essayer de comprendre ce qu'on met derrière une valeur. Qu'est-ce qu'on veut comme trait de caractère chez quelqu'un.
Et c'est ce sur quoi il faut passer du temps quand on embauche quelqu'un. Tu peux avoir des choses très différentes d'une entreprise à une autre. Hein. Soit je vois des gens qui travaillent 12 heures par semaine et je vais les cacher derrière une valeur du genre l'extra mile, tu vois. 12 heures par jour. 12 heures par jour, ouais. Parce que par semaine, c'est un peu light. C'est très chill chez We. Ouais, exactement. Donc tu vois, il faut être sûr que tu as des gens qui veulent bosser énormément. À côté de ça, tu te dis, je veux peut-être des gens qui sont bienveillants, et donc qui sont à l'écoute, qui sont ouverts, qui prennent facilement la critique, toutes ces choses-là. Toutes ces points-là, il faut les valider parce qu'en fait, entre les valeurs, c'est une première chose, la fiche de poste, c'est la deuxième, c'est, tu vois, expectation versus reality quand tu embauches quelqu'un. Et pour moi, la pire chose que tu puisses faire, c'est des gens qui arrivent avec, je sais pas, une liste comme ça longue d'expectation et ils se rendent compte que la réalité, elle est extrêmement différente. Le facteur déceptif, il est très très fort. Et donc ça, je pense que c'est la chose qu'il faut essayer de cadrer le mieux quand tu recrutes quelqu'un. Et c'est là où on s'est planté un peu plus tard dans la vie de la boîte, sur des profils vachement seniors, avec des CV qui étaient géniaux, des super expériences, à un stade de boîte beaucoup plus développé, on avait levé des fonds. Enfin bref, la boîte, entre guillemets, était plus sexy sur le papier à ce moment-là qu'au début. Pour autant, j'ai l'impression qu'on avait fait un meilleur matchmaking entre ce dont on avait besoin, la personne qu'on prenait, et ce que les deux parties s'attendaient à retrouver au quotidien, que ce qu'on a pu faire parfois quand on s'est trompé sur des recrutements. Mais je trouve juste un truc, c'est que c'est un jeu de drague en fait, qui est hyper difficile. Tu parles de la fiche de poste, tu vas sur Welcome, en fait c'est simple, qui est-ce qui te parle donc Welcome to the Jungle Qui va dire dans sa fiche de poste, ah non, nous on s'en fiche de l'extra mile quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est des valeurs que tout le monde prône. Et du coup, je pose un peu la question à toi, David, mais tu penses sincèrement qu'ils ont acheté votre vision ? Tu crois pas qu'ils vous ont plus fait confiance ? Je parle notamment de la première année, les gens que vous avez recrutés. On parle de tout ce qu'on veut, d'argent, de passion, mais à la fin, ça reste un job. Enfin, c'est que de la relation humaine, quoi. Vous avez pas l'impression, avec toute l'humilité que je vous connais depuis quelques minutes déjà, mais c'est pas vous qu'ils ont fait confiance plus qu'à We The New au début ? Je vais te dire mieux que ça, les gens qui nous ont rejoints en premier, c'est des friends and family. Enfin, les premières personnes qui nous ont rejoints, c'est des friends and family à nous. Et je sais pas si je le conseillerais, à tout le monde. Déjà, Mike et moi, on est la preuve pour l'instant, et j'espère que ça durera le plus longtemps possible qu'on peut faire du business avec ses amis, on peut faire du business avec des gens qui sont proches de nous et même s'associer et lier vraiment nos destins pour les années à venir. Et oui, je pense que particulièrement les premières personnes et les premiers recrutements, c'est des gens qui nous ont fait confiance. Autant voire plus qu'à notre vision. C'est des gens qui étaient proches de nous. Et si j'ai un conseil dans le recrutement, j'en avais deux quand tu as posé la question tout à l'heure. Le premier truc, c'est on va forcément, en tant qu'entrepreneur fondateur, on va forcément fail à un moment sur un recrutement et sur ce truc-là. Donc le décomplexer un petit peu, je pense que c'est une bonne chose. Quand on a fait l'expérience justement un petit peu plus tard dans la vie de la boîte de l'échec sur des gros recrutements, ça nous a beaucoup pris la tête pendant quelques semaines. En fait, on s'est rendu compte finalement que c'était pas si grave que ça, quoi. Mais ça nous a pris du temps parce que si tu gagnes pendant un petit moment et que tu perds pour la première fois, quand tu perds pour la première fois, t'es pas véritablement habitué, quoi. Ouais, et puis c'est émotionnel aussi. Exactement. Faut mettre l'émotion de côté, faire une sorte de post-mortem, analyser ce qui est arrivé, enfin ce qui s'est bien passé et moins bien. Ouais, donc ça un peu pour le premier conseil, de réussir à décomplexer, parce que c'est une science humaine, quoi. Donc c'est dans tous les cas pas une science exacte, et je pense que même les personnes les plus douées émotionnellement, elles vont pouvoir se planter sur un recrutement parce que tu mêles l'émotionnel, l'humain à des trucs très hard skill, quoi. Qu'est-ce que les gens savent faire et qu'est-ce qu'ils peuvent véritablement apporter au projet. Et le deuxième truc, c'est et je donne ce conseil, quand j'ai un tout petit peu parlé à des gens qui commencent dans l'entrepreneuriat, etc., c'est de regarder un peu autour d'eux, parce qu'on ne peut pas convaincre grand monde quand on commence, parce que le projet est petit, la vision peut être grande et l'ambition peut être grande, mais la réalité, ce que les gens peuvent toucher du doigt, c'est vraiment très petit. En revanche, tu as des gens avec lesquels tu as grandi, tu as des gens avec lesquels tu as fait des trucs, qui connaissent ton potentiel, qui captent qui t'es, quoi. Qui captent qui t'es, qui te font confiance en tant qu'ami, en tant que personne, qui savent que t'es quelqu'un qui peuvent savoir que t'es quelqu'un de fiable, que t'es quelqu'un qui a grandi, quelqu'un qui bosse sur soi. Et ça, c'est des trucs qui, je pense, se traduisent assez facilement et bien dans le taf, quoi. Et dans le fait de vendre un projet à quelqu'un, quoi. C'est, ok, regarde comment je suis. Certes, j'ai pas montré grand chose encore en tant que founder, en tant qu'entrepreneur, et j'ai pas encore grand chose de vraiment tangible que tu peux attraper, toucher du doigt pour le projet et pour la boîte.
Par contre, moi en tant que personne, Mike et moi en tant que personne, on se complète bien. On est comme ça. On essaye d'incarner. Quand on dit qu'on est bienveillant, quand on dit qu'on essaye de faire en sorte que la boîte le soit, c'est pas du. Enfin, quand on dit c'est pas du bullshit, on le vit vraiment. On essaye de le vivre vraiment. Quand on essaye de donner aux gens de la discipline, de la résilience, de la motivation, de l'ambition, et essayer d'être vraiment des gens qui montreront l'exemple sur ça, on le fait depuis 2017, depuis 2018 et même depuis avant dans nos vies. Et je pense que les gens qui nous ont rejoints, qui faisaient partie de nos meilleurs amis, les deux personnes qui nous ont rejoints, c'était un des meilleurs amis de Mike, une de mes meilleures amies, ma meilleure amie à ce moment-là, Louise. C'est des gens qui nous faisaient confiance en tant que personne, je pense, avant de nous faire confiance en tant qu'entrepreneurs, founders ou visionnaires entre grands guillemets. Quoi. Et d'ailleurs, ils ont occupé quel poste au début? Ils ont un peu tout fait. Hein. mais non, mais c'est ça que je trouve trop drôle. Ouais, ils sont tous les deux venus en free au début. Ouais. Louise en freelance. En freelance. Louise pour faire du marketing d'influence, quoi. Ouais. Commencer les partenariats et pas seulement de l'influence. D'abord le compte Insta, bâtir la marque et le compte Insta et l'identité visuelle de la boîte. À 1 million aujourd'hui. 1 million de followers. Shout-out à Louise 10 fois et à toute son équipe maintenant. Et donc, j'allais dire, elle est toujours avec vous. Qui est toujours avec nous. Salam à Louise. Voilà. Grand salam à Louise. Et Sacha, qui était en freelance aussi, qui nous aidait à vendre des paires de baskets. Tu vois, au début, c'était vraiment c'est ça. Du sales, quoi. Okay. Vendre des paires de baskets aux joueurs pro de Ligue 1. Parce qu'à ce moment-là, les paires, elles coûtaient un petit peu plus cher que maintenant. Ouais. Et donc, il fallait des clients entre guillemets premium, quoi. Les gens qui achetaient des paires de baskets à 500 €, parfois plus de 1000 €. C'était généralement des gens qui étaient assez aisés. Ouais. On savait qu'il y avait beaucoup de joueurs de foot qui consommaient ces produits-là et qui surtout achetaient énormément de luxe. Et comme ça s'apparentait à du luxe à ce moment-là, Sacha, qui avait pas mal de contacts dans le sport, il est venu nous aider comme ça. Comment il avait ses contacts, lui? Il a fait des études dans le sport. Sport management. Si je dis pas de bêtises, il a fait. Il a fait du droit. Et après, il a fait un management exactement. Okay. Et on avait décidé en fait de DM tous les joueurs de Ligue 1 pour voir ce que ça donnait et ça a plutôt bien marché. Donc je voulais passer la dernière partie sur la phase de scaling et l'importance justement du marketing global. On peut englober l'influence. Première question hyper simple et vous allez répondre à vous deux. C'est qui le client dont vous êtes le plus fier? Le gars où tu t'es saucé de raconter ça, que ce soit à tes potes ou ta famille. Client dont on est le plus fier? Ouais. Ou en tout cas, qui à l'instant T vous vous êtes dit waouh, alors qu'aujourd'hui peut-être que c'est pas si fat. Ok, à l'instant T on s'est dit waouh. Tu veux dire qui? Moi je crois savoir. Parce que c'était vraiment random et c'était quand même pas mal au début. Vas-y. David Guetta qui commandait sur le site. David Guetta, comme ça, random. Qui commande et tu vois le nom sur la livraison. On est des kids de 94-93, tu vois. David Guetta en 2006, c'était. Tout ça, quoi. On envoyait, tu vois. On n'avait pas encore l'âge d'aller à des soirées. Par contre, c'était une number one partout. Donc, ouais, en effet, quand on a vu ça, c'était marrant. Et surtout que le mec était vachement cool. En fait, à l'époque, tous les clients premium, on le fait toujours encore aujourd'hui, mais ça avait un point un peu plus important à l'époque. On les passait sur un WhatsApp privé. Donc on leur disait bonjour, on avait vu que vous êtes machin. Donc on vous avait un service privé, etc. Et le mec avait été trop cool, quoi. Il nous avait répondu sur WhatsApp. Enfin, c'était Sacha qui lui parlait à l'époque. Ouais. Et donc il lui a parlé, quoi. Genre c'est pas devenu notre pote, évidemment, mais tu vois, on lui parlait comme on pourrait se parler toi et moi sur WhatsApp, quoi. Donc ça, c'était assez marrant. Drôle qu'on a eu Aya Nakamura aussi. Ah ouais? Mais en low-key, super discret, impossible de savoir que c'était elle. En fait, elle avait commandé des pièces que personne n'avait achetées sur le site. Et un jour, tu les as vues. Nike Supreme à 500 € que personne n'avait jamais acheté. Elle en avait pris 4, un truc comme ça. Et on a dû l'appeler pour lui poser une question ou deux, je sais plus ce que c'était. Et t'as une personne de service client qui est absolument fan d'elle, qui l'a appelée et qui s'est rendu compte que c'était elle. Alors qu'il pensait appeler une cliente random. Et là, il a bégayé ou elle a bégayé. Je sais plus, en tout cas, il était comme un fou, quoi. Ça lui avait fait sa journée. Ouais, c'est trop drôle. Donc c'était marrant, ouais. Bon, j'aime bien les stars, j'enchaîne. C'est qui le nume de la plus grosse star dans votre répertoire? Téléphone? Ouais. Je sais pas vraiment. Là, il va dire Drake, mais on sait que c'est pas. Ouais, mais je bientôt. C'est quoi l'histoire avec Drake? Ok, pendant cette fameuse année 2017 pendant laquelle plein de soul searching, du coup j'avais commencé à manifester un peu des trucs, genre quand je voulais vraiment quelque chose, je m'étais dit ok, tous les jours je me disais ok, ça va se faire. Et franchement, shout out à cette pratique là parce que en 2018
le premier truc que j'ai fait, je pense, le 1er janvier, parce qu'on avait vraiment commencé à prendre de la confiance dans le fait qu'on allait faire ça full time et que ça allait être notre boîte et qu'on allait l'emmener là où on voulait l'emmener. J'ai écrit au feutre We will do 1 million euros in sale in 2018. Et vraiment, genre, j'ai encore le scotch dans ma chambre d'ado, j'ai encore le scotch aux fenêtres, quoi. Genre, j'ai fait ça 100% sale, quoi. J'ai mis du scotch à la fenêtre. La feuille était même pas écrite, enfin, c'était même pas écrit correctement, quoi. C'était vraiment. Avec une belle faute d'orthographe. Non, ça va quand même. Mais, et c'est en relisant ce truc-là tous les jours je pense que c'est en relisant ce truc-là tous les jours que c'est arrivé. En 2017, il y avait Drake qui venait 3 fois à Paris pour un concert, et je m'étais dit que j'allais le rencontrer. Parce que c'est quelqu'un qui m'inspire énormément et dont les sons, la personne, l'aspect business et tout ça aussi m'inspire beaucoup et c'est arrivé. Tu l'as rencontré? Pendant la vraie histoire, c'est quoi? Il t'a eye contact à Bercy? Non, la vraie histoire, c'est qu'il y a eu 3 concerts à Bercy. Au premier j'avais des places pour les 3. J'avais le même endroit aux 3, donc dans la fosse Or, donc juste devant la scène. Ouais. Premier concert, je vois qu'il va faire en fait des checks à tout le monde. Deuxième concert, comme je connais toutes les paroles, on se capte, mais voilà, ça c'est la fausse rencontre. Et la vraie, c'est que derrière, il descend dans la scène et il dit My man, how you doing? Et du coup, on se fait un bear hug. J'ai la vidéo. Et non, en vrai, ça fait partie des trucs où. C'est ça dont il est le plus fier, ça. Mais non, mais parce que ça te donne une tonne de confiance. Genre, non, mais je suis d'accord avec toi de ouf. Et tu dis que la personne la plus inspirante pour toi, tu vas la rencontrer, tu vas avoir un moment humain avec, tu l'as. Et je te jure, je suis sorti de ça. C'était en mars 2017, juste avant mon anniversaire, juste avant mes 22 ou 23 ans à l'époque. Et en fait, tu recharges après, t'as envie de tout niquer, quoi. Et c'est comme ça, enfin, ça fait partie des trucs mis bout à bout qui ont fait qu'on a eu la confiance nécessaire pour créer la boîte, pour continuer quand c'était difficile. Et c'est des bons moments de vie. Sur un malentendu, ça peut passer, quoi. Ouais, exactement. Donc depuis, il a investi dans la boîte, c'est cool, quoi. Depuis quoi? Je suis en mode. Pareil. Just wait. One day. We wish you all the best. On parle en anglais, comme ça il comprend. Mais du coup, j'ai pas le numéro de Drake, non. La personne la plus fameuse qu'on a, probablement, je sais pas le numéro on a deux, enfin, je dois avoir le numéro de David Guetta encore, hein, mais je pense que ça doit plus être le bon. Non, on a un joueur de l'équipe de France de basket, Axel Chopin, qui a dans la boîte. Ah, bah, trop drôle, Axel, bien sûr, qui a lancé les prochains leaders. Exactement. Et ouais, si Axel, tu nous écoutes, je t'ai déjà fait 3 invites, la 4e arrive bientôt. J'aimerais parler de. Mais je rigole, hein, et en plus, je trouve que c'est clairement le jeu. Je trouve ça super cool, en fait, d'essayer d'aller parler à ces, comme on dit, des stars. Je pense que je les aurais jamais approchés dans la vraie vie. Et bon, en vrai, je bégaye quand même, mais là, il y a star politique, genre la première ministre, et après, il y a star foot, genre Blaise Matuidi. Et en vrai de vrai, vu que c'est dans le cadre en fait, vu que j'ai quelque chose à aller chercher professionnel, pour moi, c'est beaucoup plus simple. Ouais, c'était complexe. Bah ouais, on a le numéro Enfin, je l'ai pas mis dans mon téléphone, mais on a le numéro de Griezmann, quoi. Oh yes, let's go. Ça, pour le coup, tu as vraiment investi dans la boîte. Il a investi. Ouais, je sais qu'il a fait d'autres boîtes. Il a fait Sora, il a fait Mokaker. Bon, passons. Je voulais juste parler de l'influence de Minute. C'est quoi? Pourquoi? Tout simplement, pourquoi? À quel moment c'est arrivé? Est-ce que c'est ça qui vous a permis aussi sur votre compte Insta de passer à 1 million? Ou tu penses que c'est vraiment de l'in-house et du coup, shout-out à Louise? Je crois que c'est Louise, hein, c'est ça? Je vous laisse me dire tout ça. D'abord, pourquoi? Je pense que c'est ultra naturel et organique par rapport à notre produit et notre marché. Produit en gros, déjà produit de consommation, B2C, adjacent au luxe, beaucoup porté par des gens très lifestyle qui créent du contenu. Donc c'était super logique pour nous de commencer à faire de l'influence. Et ambition de créer une marque, encore une fois. Grosse ambition de créer une marque derrière, de pas seulement faire une plateforme. Donc il fallait faire comprendre aux gens que s'ils voulaient acheter leurs sneakers, ils les achetaient sur We The New et à We The New. C'est nous qui délivrons l'expérience, c'est nous qui envoyons leurs produits, c'est nous qui répondons au téléphone de service client, etc. Et ensuite, c'est en essayant des choses et en ayant des opportunités, quoi. On se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'influenceurs, beaucoup de créateurs de contenu à l'époque, dont les plus gros dans les plus grosses communautés françaises dont les créateurs de contenu portaient des baskets tout le temps, portaient des baskets et des baskets en édition limitée tout le temps, taguaient personne, donc vraisemblablement ils les avaient eu par un personal shopper, etc. Enfin, pas par une plateforme existante, que ce soit un concurrent américain à nous ou site naissant, parce qu'on n'était pas les seuls à se lancer à ce moment-là. Et donc on les contactait. On était probablement du coup les premières personnes à les contacter pour ces produits-là. Donc toujours
qui est incroyable parce que du coup, c'est bon. On a compris très vite que c'était des produits qui payaient jusqu'à maintenant parce qu'il n'y avait pas de plateforme qui les renvoyait contre de la visibilité. Et on a commencé à le faire. Du coup, c'est le deal. Vous envoyez la paire et en échange, il y a. Maintenant qu'on est plus gros, c'est un peu plus difficile à faire. Hein. Oui. Avant le seeding, c'était. Il y a un petit billet en plus Voilà, maintenant. avant le seeding, c'était parfait. C'est t'envoyer une paire. En plus, les produits coûtaient plus cher. On était justement un peu seuls en France sur ce marché-là. Donc, on était les seuls à proposer ce deal-là. Donc, en effet, on s'en sortait avec des produits contre des posts, des stories, du contenu. Maintenant, c'est un petit peu moins le cas. Mais en tout cas, ouais, c'était. Se rendre compte que beaucoup des gens qui étaient les plus likés, suivis par les Français en 2017-2018, c'était des gens qui portaient des baskets et qui probablement du coup en cherchaient quelque part. Et on a envoyé les bons DM et on a eu probablement les premiers gros pics de visite sur le site. C'est ça. Et c'est après notre premier partenariat. C'est quoi le premier ou le plus gros Le premier, alors maintenant 5 ans après, c'est des gens qui ont été un peu cancel ah ouais dans le lot. Non mais en fait je vais expliquer super simplement ce qu'on a fait. On regardait les plus gros comptes Instagram français et on allait les contacter. Donc forcément dans les plus gros comptes Instagram français, les numéros 1 c'était des gens de la télé-réalité. Vous avez eu qui? On a eu franchement aucun problème parce qu'on a eu en plus des super bonnes relations. Les deals se sont bien passés et surtout on a eu des pics de visite, des pics de commandes et surtout qu'on le veuille ou non, en fait c'est la façon dont les gens apprenaient à connaître des marques à ce moment-là. C'était souvent par ces gros influenceurs là parce que c'était les plus grosses marques sur Instagram. Ouais, c'est presque du bouche à oreille quoi, en fait. C'était sur internet. Thibaut Garcia et sa femme, meuf à l'époque, Jessica, je crois. Non, je sais pas si c'est pas de bêtises. Tu veux non? Ouais, je dis pas de bêtises. Et ensuite, on a eu une grosse relation d'influence et de partenariat avec Nabila pendant un petit peu de temps. Okay. Parce qu'elle adorait les sneakers, qu'elle voulait toutes les paires de White et toutes les paires de Yeezy. Et du coup, elle était OK pour nous faire des posts, des stories et pas mal de contenu dès qu'on lui envoyait. Si vous avez activé ce levier, est-ce que, et d'ailleurs je crois que c'est toi qui en parlais tout à l'heure David, mais les ads, Insta, Facebook, en gros le coût d'acquisition d'un client, il était plus élevé via ces ads que via de l'influence? C'est un peu différent parce que quand tu fais de l'influence, la première visée, c'est quand même de toucher une audience et de faire grandir ta communauté, surtout quand tu fais des partenariats. Donc je dirais que c'est plus de la commu que de l'achat direct comme une pub. Étant donné qu'on vend des produits qui sont relativement chers, tu sais, une influenceuse qui fait une pub pour, je vais dire une bêtise, une paire de lunettes de soleil qui coûte 10 €, c'est relativement facile de convertir. Quand tu fais de la pub pour une paire de baskets à 500 €, tu te dis pas, c'est cool, je la prends quoi. Exactement, t'attends un petit peu avant de l'acheter. David Guetta. Exactement. tu peux en prendre une ou deux, c'est pas un problème. Mais donc au début, l'influence et même dans la continuité, ça a vraiment été un mix de avoir de la visibilité, faire grandir la communauté et in fine convertir sur le site. Alors que quand tu fais de l'acquisition, tu as une manière de piloter les dépenses que tu fais qui est très très différente. Soit tu te dis je vais aller chercher de la visibilité, du trafic, des impressions. Soit tu te dis je vais aller chercher de la conversion et je dépense de l'argent pour faire du chiffre d'affaires en face. Donc vous compilez les deux en fait, c'est complémentaire. Donc tu compiles les deux, exactement. Il y en a un qui est plutôt du branding et l'autre qui est un peu plus de la performance. Donc l'influence c'est plutôt du branding et l'acquisition Google, Facebook, Instagram c'est plutôt pour convertir et faire de la performance. Ok, moi je donne mon avis, parce que vous ne me l'avez pas demandé. C'est chiant les pubs Insta, les gars. En fait, ils savent pas quoi. Limite, j'achète la pompe, il va quand même me montrer la pub pendant 3 mois. Et je suis en mode, gars, je l'ai acheté. Et en vrai, ça a déjà marché. Ils m'ont fait choper des Air Force One. Mais genre, je pense que je les ai achetés à 2h du mat dans mon lit. Et j'étais en mode, est-ce que je le fais vraiment? Mais passons. J'aimerais parler chiffres un petit peu. Vous avez parlé de 100 millions. Je crois que vous avez levé beaucoup de fonds. Enfin, beaucoup. Tout est relatif. Je sais pas si c'est beaucoup pour une marketplace ou une brand. Je sais pas comment vous parlez. Vous êtes une brand / marketplace. Combien vous avez levé et pourquoi? On a levé à peu près 30 millions d'euros depuis le début. Je crois qu'il y a une dernière levée il y a pas si longtemps. Là. De 20 millions, ouais. La précédente c'était 10 et après il y a un tour de site de 1. Ok. Et dans les deux, tu as un tout petit morceau de dette à chaque fois. Donc, tu vois, on est une trentaine de millions d'euros depuis le début. Donc on a fait un seed en 2019 avec des business angels. Tu as beaucoup d'entrepreneurs de l'écosystème, tu as le fondateur de Voodoo, tu as le fondateur de Vestiaire Collective. Donc voilà, beaucoup de gens comme ça, dont on est très content. Ensuite, série A, début 2021, avec Singular, fonds d'investissement français qui a fait pas mal de grands chemins, mais aussi de deep tech. Donc ils ont fait toute la série A et 2 ans après. Tout seul? Ouais, ils voulaient faire tout le tour, ce qui était on l'a vu comme un truc plutôt positif. Bah oui, tu m'étonnes. Et surtout, on n'avait qu'un seul fonds autour de la table, ce qui est très agréable. Et là, il y a 2 nouveaux fonds qui sont rentrés.
sur la série B, Singular qui a remis massivement au pot. Tu as un autre fonds français qui s'appelle C4 Venture. C4, ok. Ouais, qui a été monté par un mec qui s'appelle Pascal Cani, qui a géré Apple en Europe, Middle East et en Afrique pendant 12 ans, 2010-2012. De petites ambitions. Exactement. Je lisais hier un truc sur lui parce que je l'ai présenté à quelqu'un. Il a passé le chiffre d'affaires du groupe de 3 à 40 milliards. Ce qui a le mérite d'être pas mal. Et c'est lui qui a eu la meilleure croissance chaque année pendant les 12 années où il a bossé là-bas. Putain, incroyable. Et donc lui a investi chez nous. Ils ont une expertise plutôt donc c'est tech marketplace. Ouais, exactement. Okay. Et en plus, on a un fonds qui appartient à un groupe au Middle East qui est le groupe Chaloub. Premier groupe retail, une distribution de marques de luxe au Moyen-Orient, et principalement à Dubaï, mais aussi dans le reste du Moyen-Orient. Et eux qui ont investi sur ce tour-là, donc on est très très contents. Ça permet de poursuivre, tu vois, cette ambition de devenir la plateforme de référence quand les gens veulent se faire plaisir sur des sneakers et du streetwear à la mode et demandé, plus simplement que sur du limité, d'essayer de continuer de croître en Europe. On fait, tu vois, à peu près 20% de l'activité en dehors de France, et continuer d'investir beaucoup dans la tech, parce qu'on a un peu parlé jusqu'à maintenant, mais on a pris un véritable virage tech il y a plus de 2 ans maintenant. C'est sur quoi? Logistique ou validation de l'authenticité? Je dirais tout. Alors, on a encore des humains qui s'occupent de l'authentification, donc pas sur l'authentification, mais derrière le site, devant le site, la plateforme pour les vendeurs, tous les process logistiques, tout est. Enfin, il y a quasiment rien dans la boîte à part peut-être les efforts de brand et l'authentification qui ne sont pas facilités et qui ne sont pas permis ou facilités grandement aujourd'hui par la tech. Et vous, la compète par exemple dans tout ça, je me rends compte, on n'en a pas beaucoup parlé. En plus, je vous titille, mais depuis tout à l'heure, vous dites la première marketplace, etc. Cool. Moi, j'ai une ref dans ma tête qui est américaine, enfin je crois, StockX. Comment vous les voyez? Pourquoi vous pensez que sachant que StockX vend plein de choses, des vinyles, etc. Mais racontez-moi un petit peu le visu. Et en fait, je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc on va terminer là-dessus. Mais si vous pouvez m'expliquer l'intérêt de devoir relever 20 millions aujourd'hui, quand tu fais déjà 100 millions de CA, tu pourrais très bien réinvestir une partie soit dans la boîte, soit vous faire un cash-out, soit... Oh, putain, 100 millions de CA, pas mal les gars, tu vois, t'es pas obligé d'aller viser le milliard. Donc c'est quoi l'ambition? C'est quoi ce qui a été écrit sur ta fenêtre? Ou peut-être que c'est plus une fenêtre. Sur la fenêtre du bureau qui est écrit, ou sur un deck investisseur. Non, on continue d'avoir un niveau d'ambition qui est extrêmement élevé. Il faut voir que on a atteint cette croissance-là, ce chiffre d'affaires-là, avec une typologie de produits qui reste quasi que des sneakers limités, que tu as du mal à trouver en magasin ou qui sont littéralement sold out. Mais la réalité, c'est qu'on pense que si tu prends un peu de hauteur par rapport au marché, et que tu vois deux côtés du spectre, de l'un côté tu vas avoir Farfetch, qui est la marketplace de référence en Europe pour faire du luxe. De l'autre côté du spectre, tu as un Zalando, sur lequel on a quasiment tous acheté une fois, qui fait du mass market mieux que tout le monde en Europe, et on est très admiratif des deux modèles. Par contre, on pense qu'au milieu, il y a une énorme opportunité à saisir pour un acteur qui est capable d'avoir un positionnement, je dirais, urbain mais premium, qui va te proposer du limité, mais qui va aussi te proposer tous les essentiels que tu as dans ton dressing. Parce que ceux qui achètent une paire de baskets limitées, ils achètent aussi une paire d'Air Force One, ils achètent aussi une doudoune The North Face, et ils vont s'acheter un pantalon Carhartt, etc., etc., etc. Donc l'idée en fait, c'est... Fouiller dans ma garde-robe. Exactement. Pour une fois, on s'est pas trompé, c'est très bien. On a déjà bon. North Face, moi, alors Carhartt, full. Voilà. Et il y a probablement 2-3 autres marques qu'on va pas citer là, que tu as dans ton placard, qui sont des produits cool. Genre Uniqlo. Moi, honnêtement, moi je trouve. Alors, on n'est pas. Ils sont pas en direct. Ils sont pas en direct. On va mettre Uniqlo, même si on trouve que moi je trouve que les produits Uniqlo sont canons. Pour les basiques, j'aime beaucoup. Exactement. Mais donc, tu as plein de marques comme ça qu'on a envie que les gens puissent acheter sur Wineo parce qu'ils les achètent ces produits sur notre site, sur internet, en magasin. Et on a envie qu'à terme, ils puissent les acheter chez nous. Et en fait, en adressant ce marché-là, on s'adresse à un marché qui est beaucoup plus large. Tu vois. Sneakers limités, la revente, on estime à 30 milliards dans le monde d'ici 2030. Et quand tu prends les sneakers et les streetwear au sens large, c'est quasiment 200 milliards dans le monde. En fait, en élargissant un petit peu l'offre, on passe sur un marché qui est 7 fois plus gros. Donc, mais au risque de te diversifier et qu'on perde l'image de la brand et de qui vous êtes. Mais c'est le challenge. C'est le challenge. Et tu as bossé en fonds d'investissement. Non, grave. Le challenge, c'est toujours de garder le contenu, en gros, cutting edge qu'on fait, de garder la marque ultra relatable, qui va toujours se fonder en gros sur les produits qui sont un petit peu compliqués à trouver, sur les produits les plus esthétiques, mais derrière avoir un catalogue super large et pouvoir se dire ok, en fait t'arrives sur We The New parce que t'as vu une paire super sympa et tu repars avec tu veux faire de l'upsell. Okay. Bon, voilà, là, on a parlé beaucoup de la partie
en gros très commercial marché et qui fait énormément de sens. La vision un peu derrière qu'on a depuis le début, c'est de pouvoir construire des outfits sur We The New et pas seulement acheter une paire. En gros, tu t'habilles tous les matins, tu mets pas seulement une paire de chaussures, quoi. Et l'idée, c'est que les clients, les utilisateurs, notre audience, les gens qui sont dans cette culture-là, ils définissent pas leur fashion ou leur identité ou leur unicité esthétique que par les baskets. Même si pendant longtemps, ça a été vraiment le truc, quoi. Ouais, mais c'est quoi le deuxième pour vous? Honnêtement, maintenant, tu peux avoir des accessoires tu peux. Moi, je pense à un accessoire en particulier, mais c'est beaucoup plus large, tu vois. T'as les casquettes. J'allais dire casquette, Bob. Je savais que t'allais dire casquette. Bah alors réponds, ouais. Non mais maintenant t'as les casquettes, t'as le t-shirt que tu vas porter, t'as la façon dont tu vas le porter, etc. Les chaussettes. Voilà. Et l'idée, c'est que on puisse avoir non seulement vendre, mais en fait avoir disponible tous ces produits-là et pouvoir permettre aux gens en fait de bâtir des outfits complets sur We The New et de définir vraiment leur fashion, leur unicité, leur esthétique sur We The New complètement. Création originale à terme ou pas? Ou collab spécial? Déjà dedans. Vous avez fait avec qui du coup? On a collab avec Champion en 2021. Ok. On a collab avec Shot cette année. On a fait des vestes incroyables. Dont on est super fiers. Okay. Je vois c'est quoi la classique Bomber? On a refait le Bomber 90s. On a refait le Bomber 90s où on a posé une broderie Shot We The New derrière, en gros un velcro We The New devant. Et on a co-créé une pièce avec eux, donc une varsity jacket, une veste universitaire US. Trop stylé. Qui est top aussi, quoi. Donc on a cette compétence-là. Et on essaye, tu vois, dans tout ce qu'on dit sur la marque et sur les SAP et sur la fashion, je pense qu'on a la légitimité en interne de le faire. On a des gens qui sont passionnés, pas seulement par les sneakers, mais par tout cet univers-là. Et du coup, en mettant les cerveaux de la boîte un petit peu ensemble, on arrive à non seulement vendre des baskets, mais aussi essayer de créer des SAP et de créer des produits en fait qui font que les gens aiment et qu'ils achètent aussi. Donc c'est le cas des t-shirts qu'on a là. C'est le cas de un peu tout ce qu'on fait. On essaie de le faire en tant que marque, plus encore qu'en tant que plateforme. On sait qu'on a la plateforme derrière qui est un peu le backbone, quoi, la colonne latérale. Et derrière, on essaie de penser tout en tant que marque. Et je pense que c'est ce qui nous différencie aussi. Je regarde la police là du We The New sur ton t-shirt. C'est 2020, ça. Ça, c'est OG de chez OG. Premier t-shirt qu'on a fait, ça? Vous l'avez chopé où, la police? On l'a fait. Ok. Il n'y a pas un côté Basquiat dedans ou non? Vous n'êtes pas allé chercher une inspiration là-bas? L'inspi derrière, donc c'est notre première collection. Et ça, c'est un sample. Hein. Le print n'était pas exactement à cet endroit-là. Le t-shirt n'était pas exactement à cet endroit-là. Il n'y avait pas le. Même le t-shirt n'était pas exactement celui-là. Le logo. Le t-shirt n'était pas exactement celui-là. La base, c'est pas du tout celle-là. Mais c'est une écriture enfantine et le drop s'appelait Process and Progress. Et derrière les t-shirts, en fait, il y avait un gros logo Process and Progress, qui est le motto de la boîte. Et l'idée, c'était on démarre, on débute, et du coup cette écriture enfantine pour dire que très cool. On fait nos gammes, on fait nos premiers pas dans la fashion et dans les produits. J'allais dire j'aurais voulu une autre réponse, mais je rigole. Hein. Mais en vrai j'avais un truc, c'est les US. Je voulais juste terminer là-dessus. Ça fait 5 questions que je dis ça, mais c'est pas grave. En gros, je suis un grand fan de rap. Dedans, on n'arrête pas de dire, les rap US, moi, beaucoup. Ils nous envient, artistiquement parlant. Ils viennent nous chercher toutes nos toiles et tout. Même notre vin, je pense qu'ils l'aiment pas, mais ils le prennent pour le style. Passons. Je trouve que l'urbain, la culture urbaine, on dit beaucoup qu'elle est influencée par les US. Mais je sais pas, je pense à, tu vois, à l'époque de NTM qui portait du Sergio Tacchini. Est-ce que, en gros, il y a un intérêt pour vous d'aller aux US? Et est-ce que vous n'avez pas justement un play à jouer avec cette carte européenne? Je pense que sur de la sneaker, c'est de l'urbain. Donc je pense que sur la partie marque, on aurait probablement un intérêt, on aurait probablement une voie qui n'existe pas là tout de suite. Sur la partie juste, si on reste vraiment très, tu vois, économique, expérience, produit, les deux plateformes aux US qui ont été un peu les first commerce sur notre marché, sur le marché secondaire, créer une plateforme marketplace sur le marché secondaire, c'est des énormes plateformes qui ont beaucoup grandi. Je pense qu'actuellement c'est pas super stratégique pour nous d'aller aux États-Unis. L'idée c'est d'aller. Eux sont comment en France? En Europe, pardon. Ils sont assez peu présents. Ils l'étaient peut-être un petit peu plus il y a 2-3 ans maintenant avec le contexte économique. Ils sont un petit peu repliés sur leur marché. Donc voilà, pour résumer, je pense qu'on a. Je pense que tu connais ce truc-là de la banlieue influence Paris, Paris influence le monde, et je pense qu'on croit en ça et c'est un truc que vous c'est portez. Pas pour rien, même si on n'est pas des grands banlieusards, on est très très petite couronne, quoi, tu vois. Mais je pense que Nanterre. Non, mais tu vois, je pense que
l'influence, la déterre qu'on a eue, elle vient aussi de ces trucs-là. Donc, je pense qu'en brand, on aurait quelque chose à dire. En tant que plateforme, je pense que on a beaucoup à faire en Europe avant de regarder les États-Unis. Stay tuned, comme disent nos amis. Allez, je termine avec cette dernière question du tac au tac. Je pense que je vais en poser 3 max. Allez. Bon. Ah ouais. Il est 16h17. On a un peu croqué. Ça va, les gars? Ouais, c'est bon. Moi, je suis bien. Non, mais non, c'est bon. Je vais essayer juste. Mais je voudrais pas qu'il se fasse engueuler, notre cher Mike. Faire engueuler. On va se dire, t'étais où là? On lâche pas les blagues. C'est bon. Ok. On l'avait pas préparé celle-là. Offre de rachat sur la table. Nike. Alors, peu probable. Ah bah c'est moi. Ça, c'est moi qui fais les si là. Non, sérieusement, ouais, c'est voulu, ce serait... ouais, ben non, ça marcherait pas parce que du coup, vous pourrez vendre que du Nike, mais je sais pas quel concurrent / énorme groupe / même tu vois, je sais pas, non, un VP, c'est pas leur business model, mais bon, bref, passons. Une offre de rachat de quelqu'un avec vraiment un gros montant, sachant que, on l'explique, hein, vous avez des actionnaires, donc vous n'êtes pas les seuls à décider. Mais vous, aujourd'hui, ça serait quoi votre ambition? Sachant qu'on pourrait parler d'une offre de rachat à 1 ou 2 milliards. Un truc difficile à dire. On quitte le podcast maintenant. Non, je rigole. Non, blague à part. Mais je mets une com. Non, mais tu l'as dit, à partir du moment où tu fais rentrer des investisseurs, tu leur dois une sortie à un moment. Okay. Donc ça, c'est une première chose, c'est une réalité. Et je pense que on a toujours eu la discussion de manière assez ouverte avec David et même avec les invests. Hein, c'est que il n'y a pas de volonté pour nous de sortir de la boîte à court terme, parce qu'en fait, on est toujours passionné par ce qu'on fait. On pense qu'on sait relativement bien construire l'étape d'après, et on voit comment continuer de développer l'entreprise. Après, on reste 2 personnes avec la tête sur les épaules qui ont le sens de l'argent. Donc le jour où tu as une offre qui est très intéressante sur la table, évidemment que tu la regardes avec beaucoup d'attention, et tu as l'argent, évidemment. Donc dans ces montants-là, le projet peut-être importe moins, mais de manière générale, tu as l'argent et tu as le projet derrière. Je veux dire émotionnellement, c'est-à-dire qu'est-ce que va devenir We The New. Oui, voilà, exactement. Donc c'est toujours un mix, des deux. Et donc voilà, je pense que c'est ce qu'on pense. Ouais, on pense. Ok. Non, mais j'aime bien. Ok, vous n'êtes pas non plus. Ce que j'aime bien dans la réponse, c'est que t'es pas en train de dire. Enfin, il y a des nuances, quoi. T'es pas en train de dire quoi qu'il arrive, on restera toujours indépendant. Ouais, bien sûr. Toute personne qui a levé des fonds et qui te dit ça, je pense qu'elle te ment. Ok. On peut faire monter les enchères après si vous voulez. T'es d'accord, hein, David? Ouais, et je rajouterais juste, mais Mike l'a dit, c'est qu'on essaie d'être pragmatique sur ça, quoi. Parce que déjà, on nous a posé la question. En plus, quand tu lèves des fonds, on te pose la question, généralement à la fin du meeting. Et alors, c'est quoi la suite? Et tu sais même, nous, le job, hein, c'est aussi d'un peu penser aux éventuelles personnes, groupes, entreprises qui pourraient à un moment essayer de nous racheter. C'était la ligne d'arrivée dont on parlait tout à l'heure aussi. Ça fait partie des lignes, d'arrivée, quoi. Donc, je sais pas, on a fait l'exercice, quoi. Et de l'exercice, on essaye d'en ressortir le plus pragmatique et mature possible, quoi. De se dire que on adore faire ce qu'on fait, on adore apporter de la valeur, on adore grandir en tant que personne, en tant que founder et avec la boîte. Ouais. On adore faire grandir les gens aussi qui sont avec nous. Mais forcément, demain, si on a quelque chose de très intéressant qui permet de rendre tout le monde heureux, y compris les premiers employés qui ont des BSPCE, qui ont des actions de la boîte, les investisseurs, nous, on le regardera avec attention, en effet. Et quand tu disais juste court terme, c'est Mickaël qui disait ça, mais c'est quoi? C'est du 3-5 ans ou Sur combien de temps on se voit faire ça encore? Non, tu disais à court terme, ce qui est pas mal sûr, c'est qu'on n'y pense pas et qu'on sait qu'on pourra aller mettre les prochains wagons, les prochaines étapes. C'est quoi ça? Ouais, c'est ça. Au moins, à mon avis, c'est au moins 3 à 5 ans. Et je pense à partir du moment où tu prends du plaisir dans ce que tu fais, que tu vois comment tu construis les étapes d'après, et que ça te fait toujours autant kiffer, il n'y a pas trop de raison d'arrêter, quoi. Tu vois, on en parlait aussi parfois en rigolant, mais il y a plein d'avantages à gérer We The New aujourd'hui. Tu vois, le truc commence à être un peu connu. Comme on a levé un peu d'argent, on peut se payer enfin des salaires qui sont cool. Et honnêtement, ça fait plaisir parce que ça n'a vraiment pas été le cas, tu vois, pendant les premières années de la boîte. Il y a une certaine complexité des enjeux à gérer au quotidien qui font que c'est très stimulant, que tu apprends énormément et que tu rencontres des gens qui sont géniaux. Et donc, tu vois, tous ces trucs-là qui sont compounded liés au développement de la boîte, j'ose imaginer que c'est relativement la même chose quand tu grimpes les échelons. Et donc, du moment que tu t'éclates là-dedans, il n'y a pas trop de raison de vouloir faire autre chose. Après, peut-être que quand la boîte est 3 fois plus grosse, c'est pas drôle et tu te dis, là, je veux faire autre chose. Mais c'est pas le cas aujourd'hui, là. Tu prenais, toi, David, plus de plaisir lorsque vous étiez dans ton petit salon avec toutes les tu vois, les piles de boîtes, je l'imagine, moi j'étais pas là, qui s'empilaient, ou aujourd'hui être avec 120 collaborateurs, des bureaux bien sexy
et être plutôt dans la gestion que dans l'opération, j'imagine. C'est une vraie question. Et franchement, en toute transparence, c'est une question que on se pose et que je me pose en ce moment. Je pense qu'il y a honnêtement, je pense que je préfère maintenant. Ok. Juste parce que j'ai beaucoup grandi grâce à la boîte. Et je pense que la courbe en fait, de croissance perso, elle est insane quand tu regardes derrière et que tu te dis, OK, en fait, j'ai appris à faire toutes ces choses-là, mais j'ai aussi appris à réfléchir dans mon perso de cette façon-là et à me challenger de cette façon-là, etc. S'il y a un truc qui me manque, c'est peut-être le temps entre le moment où on a une idée et le moment où l'idée se matérialise. Je pense que le 0-1, il est incroyable pour ça. Enfin, il est super exaltant pour ça. Ouais. Parce que vraiment, tu commences quelque chose et en gros, tu regardes 5 tutos YouTube, tu passes une nuit blanche sur un truc, tu valides le truc et moi, tu vois, on valide le truc entre nous deux et entre guillemets, tu vois. Enfin, tu dépends de personne d'autre, quoi. Exactement. Ouais. Une semaine après, c'est là. Là, à chaque fois qu'on se met dans une salle pour parler d'un nouveau truc, on parle de KPI, on parle de OK, pourquoi on va prendre cette décision-là. Et on laisse un tout petit peu moins la place à l'intuition. Je trouve qu'on le fait encore bien ou suffisamment parce que je pense qu'il faut qu'il y ait encore une place, surtout qu'on a commencé comme ça, tu vois. On n'a pas commencé, on sortait pas de grosses boîtes, on n'était pas super analytique ni Mike ni moi, probablement Mike beaucoup plus que moi, mais moi pas pour un sou. Donc je pense que c'est important qu'on laisse encore une place à ce genre à cette partie, quoi, à cette partie un petit peu plus créative. C'est peut-être ça qui me manque le plus, quoi. C'est que ça me met plus de temps, mais on s'y retrouve, je pense encore, et c'est pour ça aussi qu'on voit la continuité, quoi. On se dit qu'on peut encore agir, apporter de la valeur et grandir avec la boîte pendant encore un petit peu de temps. Pareil pour toi, Miguel. Tu vois la même courbe, toi, d'apprentissage de 2017 ou 2018 à aujourd'hui, et de aujourd'hui à dans 5 ans? Les débuts, ça a une magie que tu retrouves pas après. Ouais. Ça, c'est sûr. Comme dans un couple aussi, j'imagine. Ouais, tout est différent. Tu vois, il y a des stades. C'est vrai, Là, il veut mettre dans la sauce. C'est extrêmement bien. Non, l'amour, c'est de mieux en mieux chaque année. C'est différent. Mais en vrai, oui, le début, il y a une certaine magie, quoi. T'es là, t'es à deux, tu fais ton truc. C'est assez unique, quoi. Moi, j'aurais des souvenirs toute ma vie des premières années, ça c'est sûr et certain, que quand on était 2 ou quand on était 4, 5, 6, même jusqu'à 10, quoi. En fait, à partir du moment où tout le monde est dans le même bureau, s'il se passe un truc que t'as pas quand il y a 120 personnes, quoi. Aujourd'hui, c'est en tout cas, moi, je sens la responsabilité qui vient avec le job, alors qu'au début, tu as une certaine insouciance, quoi, tu vois. Tu crées le truc, t'as pas créé grand-chose, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, mais ça fait que 6 mois et il y a pas vraiment de business, quoi, tu vois. Donc, c'est le début, en fait. Là, maintenant, c'est génial parce que tu fais des choses moi, je fais des choses, je rencontre des gens et je travaille sur des sujets sur lesquels j'aurais jamais pensé bosser au bout de 5 ans. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Je trouve que le niveau d'ambition qu'on se donne, il est aussi très, 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 très intéressant. Après, ça vient avec des trade-offs, tu vois. Il y a beaucoup plus de pression. Parfois, tu dois bosser énormément. David en parlait très, très bien. La vitesse que tu avais au début, tu l'as un petit peu moins maintenant. Donc, il y a des moments, c'est frustrant. Mais en fait, tu comprends que c'est comme ça que ça marche. Si tu veux pas outrepasser les validations des personnes qui sont en charge de ces sujets. Donc, tu as des plus et des moins. Au global, je trouve que c'est ce qui fait la richesse d'une aventure entrepreneuriale. C'est qu'en fait, à chaque stade, tu as ses plus et ses moins. Et que là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est génial. Eh ben, parlons des moins. Ça a été quoi le moment le plus dur pour vous depuis le début? Et peut-être que c'est pas le même pour vous deux. Et après, si tu veux adresser un message à ton cofondateur, en quoi il t'a aidé au quotidien? C'est ça. Non, mais plus sérieusement, ouais, ça a été quoi le pire moment, quoi? Le moment où vous dites heureusement qu'il est passé, quoi. Il y a des choses dont on peut parler, il y a des choses dont on peut moins parler en fait. Ok, ouais, je te laisse voir. Oui, l'année dernière, on avait recruté 2-3 gros profils. Ouais. Mais vraiment des gros profils, quoi. Tu vois, C-level dans des boîtes de centaines de personnes, etc. Ils sont quasiment tous arrivés en même temps, ils sont quasiment tous partis en même temps quelques semaines après. Donc, en fait, on avait mal choisi. Et au milieu de ça, on avait démarré une levée de fonds qui en fait allait pas se faire. Donc on avait, tu vois, nos 3 rockstars qui devaient arriver, avec qui on s'est dit, bah en fait ça va pas le faire. Ouais. Une levée de fonds qui devait avoir lieu, qui n'a pas eu lieu. Et dans une startup qui fait beaucoup de croissance, qui perd de l'argent, quand une levée de fonds se passe pas, il faut trouver des solutions rapidement. Donc ça a été un moment où partir de vraiment tout en bas, réussir à finir, à faire une belle levée de fonds avec des super fonds, complètement inverser l'équation économique, enfin bref, avoir une année 2022 qui est absolument extraordinaire, ça a été probablement le plus difficile, quoi. En tout cas pour moi. Toi, David, C'est moi la même. Et
j'ajouterais sur ce moment. En fait, ce qui te fait le plus peur, c'est que tu penses pendant un moment que tu l'as perdu. Et donc, tu as vraiment un moment. L'apostrophe, c'est la sauce, quoi. Ouais. Vu le fait de prendre des bonnes décisions, le fait d'être sharp et de choisir les bonnes personnes, aussi de vendre la vision et la boîte et le projet suffisamment bien. Et surtout, tu as des gens qui viennent, qui ont beaucoup plus d'expérience que toi, qui débarquent, qui te regardent bosser, parce que c'est des gens à côté de qui ont bossé vraiment de manière très très proche, puisque c'est des gens qu'on a embauchés à des postes stratégiques. Et du jour au lendemain, ces personnes-là te disent « Ok, en fait, je vais pas rester ». Ouais, t'as l'impression de... Là, tu remets vraiment en question pour la première fois, c'est pas vrai, je pense une des raisons pour lesquelles on a c'est l'effet inverse de Wardrake. C'est beaucoup remis, voilà. Mais déjà, voilà, une des raisons pour lesquelles on a bien réussi, je pense, c'est qu'on s'est beaucoup remis en question, mais on s'est, je pense, jamais autant remis en question que ce moment-là, si bien qu'en fait, tu te remets en question quasiment dans le mauvais sens, quoi. Tu te dis, ok, là peut-être que vraiment, je suis pas bon, pas capable. Tu le fais trop, voilà. En fait, c'est le moment où ça devient un peu excessif pendant quelques semaines, et je sais que on a eu des conversations au hôtel, à des fins de journée, à des moments, je sais pas, à des 22, 23 heures, à des 22, 23 heures minuit, on n'arrivait tous les deux pas à dormir, se mettre au lit, vraiment terminer notre journée, parce que on avait ça au-dessus de nos têtes, et on se disait, ok, est-ce qu'on l'a perdu, est-ce qu'on l'a plus, ce qu'on avait, est-ce qu'on l'a plus, et qu'est-ce qui marche dans ces moments-là? J'y allais parce que j'essayais de m'en rappeler, j'essayais de m'en souvenir et de me remettre un peu dans ce truc-là. Tu te poses vraiment la question, quoi. En fait, tu peux pas vraiment. Ouais, mais quand t'as la tête dans le guidon, c'est dur. Mais si tu fuis du truc, tu gardes toujours dans un coin de ta tête le fait que ça se trouve, en fait, je l'ai perdu et là, depuis, je l'ai plus, quoi. Donc, se poser vraiment la question de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, avoir, je pense, un regard super sévère sur ce qu'on a fait, nous. Mais en même temps, au bout de quelques jours ou quelques semaines, capter que le fit était peut-être pas bon et que c'est peut-être pas 100% de notre faute. Ouais. Ce qui n'était pas le cas les premiers jours, quoi. Les premiers jours, je pense qu'on pensait que c'était 100% de notre faute. Mais prendre, en fait, voilà, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu antithétique ou paradoxal, quoi, mais tu prends le maximum de responsabilités sans être delusional non plus. Et donc, à un moment, en ayant pris le maximum de responsabilités, mais en étant un peu pragmatique aussi, tu te dis, ok, j'étais responsable de tout ça. Par contre, il y a tout ça où je peux dormir, mettre ma tête sur mon oreiller le soir et être en paix avec ce que j'ai fait, être en paix avec le travail que j'ai fourni, être en paix avec la personne que j'ai été ce jour-là, quoi. Je trouve ça tellement, j'utilise le mot schizophrène, mais devoir jongler entre de l'humilité, te remettre tout le temps en question, et de la résilience en te disant non, les gens ils sont contre moi, ou tu vois, au tout début vous étiez deux, je suis sûr qu'il y en a qui ont vous l'avez ressenti, quoi, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'ils vont aller vendre des sneakers, et te dire non, moi j'y crois, enfin bref, c'était ma petite parenthèse. C'est qui le mec ou la nana, board member, vivant, mort, fictif ou réel que vous rêveriez d'avoir? Est-ce que tu as quelqu'un en tête? Parce que je sais qui va me dire. Donc, Tu vas dire Drake? Non, bah non. Mais bien sûr qu'il va dire Drake. Je pense pas board member. J'ai une autre réponse. Bon, vas-y, réponds David si t'as quelqu'un en tête. T'as quelqu'un? En board member? Non, moi j'aurais donné un truc vachement classique, quoi. J'aurais donné le tueur à gage des marketplaces dans le monde et on prend ce gars-là, quoi. Ok. Ah bah oui, okay. Bon, on fait marketplace. Ça aurait pu être brand. J'ai deux personnes pour la partie brand. Mais justement, tu vois, Mike pour la partie marketplace, pour la partie brand. Je pense que on a été tellement, en tout cas, je peux dire, on a été tellement inspiré par les vidéos de Gary Vee au début. Que je pense que ce serait quelqu'un qui pour moi ferait beaucoup de sens au board, parce que je pense que c'est un peu le entrepreneur ou le founder whisperer, quoi. C'est whisperer, le gars l'homme qui chuchotait à l'oreille des founders. En tout cas, je sais pas moi, la personnalité, mais aussi je sais pas toute la confiance, tout l'optimisme qu'il avait et que je trouvais moi dans son contenu au début, même encore maintenant, je te regarde un petit peu moins, c'est un truc dont je pense que j'aurais besoin encore à ce moment-là. Et à côté, c'est aussi un gars qui a fait qui a fait une boîte à plusieurs centaines de millions d'euros de GMV. Enfin, ça ferait sens en business, même si c'est plus de l'agency qu'une marketplace. Mais d'un point de vue brand, content, social media, je pense qu'il y a personne il n'y a pas grand monde de mieux, quoi. Et sinon, non, peut-être pas Drake en board member, Drake en pote et Drake
Il va lui demander de rater à chaque fois qu'il vient au board. Il va lui demander de faire sa famille de rêve. Non, mais c'est ça. Non, le gars qui a découvert, donc il est un peu connu dans les VC et de ça, maintenant, donc je peux en parler là sans que ce soit un inconnu au bataillon. C'est Scooter Braun, le mec qui a découvert Justin Bieber, Selena Gomez et Ariana Grande, entre autres. Ouais, ok. Qui a investi dans énormément. Disney Channel, tout ça. Qui était à cette époque, on va dire. Ouais. Ils ont été découverts. C'est le mec qui a découvert Justin Bieber dans un mall, quoi. Qu'il a entendu chanter, quoi, ou qu'il a entendu chanter sur YouTube. Ah ouais, non, il reprenait des vidéos de Usher à l'époque. Exactement. Ouais, sur YouTube. Qui a investi dans beaucoup de boîtes consumer. Qui a je pense, un sens de la brand, mais aussi de l'aspect, tu vois, superstar et comment tu construis une superstar, que ce soit en tant que personne ou je pense en tant que boîte, qui est super intéressant. Et à côté de ça, c'est d'être un humain un peu formidable, quoi. Dans la même lignée, je pense à un Jordan qui a créé sa marque de lui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais si tu regardes, alors Jordan, mais très bien entouré, tu vas dire. En gros, ouais. Je pense que Jordan, c'est le champion par excellence sportivement. Mais tu vois, en tant que GM, en tant que general manager d'une équipe de basket, en tant que owner d'une équipe de basket, il a l'équipe. Il vient de vendre ses parts dans l'équipe qui a fait le moins de succès depuis sa tenure en tant que Et J. Cole a racheté, je crois, une partie. Et J. Cole est un collectif dont J. Cole a racheté une partie des parts. Donc ouais, non, peut-être pas Jordan. Là, j'essayais de faire vraiment l'exercice board member, tu vois, pas le gars que j'aimerais avoir au dîner avec moi. Tu le dirais en anglais, du coup, pour qu'il entende bien que tu le veux pas l'avoir au board? Quoi, à Jordan? Je vais vraiment vous mettre dans la sauce. Bon, les amis, on va arrêter là, je crois que c'est bon. Ça part en cacahuète. Non, je rigole, mais un grand merci. Ça, vous avez pris du plaisir. Ouais, c'était cool. Ouais, c'était très très sympa. Je vous laisse le mot de la fin. Je sais qu'il y a des sujets qu'on n'a pas eu trop le temps d'aborder. Mais moi, en général, je termine avec ça. Un grand merde à toutes les personnes qui nous écoutent. Je sais pas s'il y a un petit mot de la fin, si vous voulez leur donner un peu de la sephore. Moi, je dirais à tous les gens qui écoutent du contenu sur l'entrepreneuriat et qui sont pendant leurs études, à la fin de leurs études, ou qui réfléchissent à se lancer, faut bien tester, il faut bien se préparer, il faut y aller progressivement, il faut se confronter au marché énormément avant de se lancer, pour être sûr qu'on part dans la bonne direction, mais qu'il ne faut pas hésiter, parce que si ça fonctionne, l'aventure elle est incroyable. Et si ça ne fonctionne pas, en général, on est quasiment au même niveau que les autres, 1 ou 2 ans après. Donc c'est pas vraiment du temps perdu, au contraire, je trouve qu'il y a énormément de bonnes choses qui peuvent être apprises dans ces années-là. Donc si on peut se le permettre, se lancer, moi je pense que je le conseillerais à beaucoup de gens, s'il faut, en respectant ces quelques règles, pour essayer de maximiser les chances de réussite et de minimiser les chances d'échec. Et toi, David? J'en aurais 2, j'ai le droit à 2 ou pas? Mais t'as jamais fait 1 depuis le début. La première, juste en transition un peu ou en continuité avec ce que Mike a dit, c'est que c'est possible en fait. Alors, c'est possible, c'est pas quel que soit ce que vous pensez, quel que soit ce que les gens qui nous écoutent pensent là tout de suite de leur projet ou de leur capacité à accomplir quelque chose ou à accomplir ce qu'ils ont envie de faire, c'est vraiment vraiment possible, quoi. C'est le répéter tous les matins, c'est agir pour s'en rapprocher tous les jours et essayer de prendre toutes les décisions nécessaires pour s'en rapprocher. Mais c'est possible, et quel que soit c'est possible. C'est la première chose. Parce que si on n'y avait pas cru, si on n'y avait pas cru à 100%, on l'aurait pas fait. Et si on n'avait pas écrit tout ce qu'on s'était écrit, on l'aurait pas fait. Et la deuxième chose, c'est que le but, et on en a parlé un tout petit peu, c'était cool qu'on en parle parce que je trouve ça bien qu'on mette ce contenu-là dans l'univers, quoi. C'est que le but, c'est d'être heureux et pas forcément de faire une énorme boîte ou pas forcément de lever une tonne de fonds. Et du coup, la partie perso et la partie santé, physique et mentale, c'est une très grosse partie. Et on s'est retrouvé, je pense, à pas mal de moments, en tout cas moi je me suis retrouvé à pas mal de moments où on a eu des énormes réussites pour la boîte et j'étais pas heureux, où je ressentais pas ce que je pensais devoir ressentir à ce moment-là. Et c'est en se posant ces questions-là, c'est en faisant de la thérapie, c'est en essayant de méditer tous les jours, c'est en essayant de faire plus de sport que ce que je devrais faire, je pense, mais c'est en mettant tous ces trucs-là bout à bout que j'ai réussi maintenant à avoir vraiment de la satisfaction et vraiment des moments super pleins et complets quand on a des bonnes nouvelles, ou des accomplissements pour le business.
Donc je pense que ces deux trucs-là, ils vont forcément de pair. Et à en occulter un, on se retrouve à des moments qui peuvent être assez dark. Donc se rappeler qu'en fait, le but, c'est d'être heureux et pas forcément de construire un truc énorme. Et si on peut faire les deux en même temps, c'est le mieux. C'est un peu... Enfin, moi, c'est le conseil qu'on m'a pas forcément donné, ou la conversation que j'ai jamais eue avant de m'en rendre compte par moi-même. Et du coup, c'est le message que je laisserai. Voilà. Et avant même d'être heureux, apprendre à se connaître, du coup. Merci, messieurs. Merci, Hazen. Allez, on va aller entreprendre. Let's go. Bon, à la semaine pro pour un nouvel épisode. Et yes, encore une fois, merci à mes deux invités pour ce super épisode. Bonne journée.